attention, s'il vous plaît. Un appareil doit se poser sur une des pistes dans 58 minutes. Personne ne sera autorisé à se porter au-devant de l'appareil. Il se posera sur une piste que j'aurai auparavant désignée et il devra y demeurer sans que qui que ce soit puisse en approcher. J'insiste sur le fait que le bon déroulement de l'opération relève de votre responsabilité. Dans le même temps, je veux qu'un Boeing 747 converti en cargo et le réservoir plein soit mis à ma disposition. Il vous reste 2 minutes pour communiquer leur position d'attente aux appareils en approche. Après quoi, vous ne serez plus en mesure d'émettre. Si vous tentez de réparer vos instruments, vous vous exposerez à de sévères représailles. Mais bon Dieu, vous n'allez pas faire ça! J'ai déjà commencé, Monsieur Trudeau. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film de la franchise Die Hard. Think that LA badge is gonna get you a free lunch or something around here? Une petite note avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère de, premièrement, vous déchausser et deuxièmement, d'écouter le film discuté aujourd'hui car je vais le spoiler complètement. What are you gonna do? Whatever I can. No one is coming to help you. Bonne écoute. Next time you have a chance to kill someone, don't hesitate. Bienvenue à l'aéroport de Dulles, en Virginie. Aujourd'hui, on parle de 58 minutes pour vivre, sorti en 1990 et réalisé par Rennie Harlan, avec Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, William Sadler, Dennis Franz, Art Evans, Fred Thompson, Sheila McCarthy, Franco Nero, John Amos et Reginald VelJohnson. Je suis Mathieu. Et une autre semaine, un autre podcast. Comment qu'un gars peut parler d'un film 394 fois? Alors, bienvenue dans la rétrospective des Die Hard. Aujourd'hui, on parle du deuxième film qui est sorti là, assez rapidement là, après le premier film. Dans le fond, le film est sorti 2 ans plus tard, mais en 1989, 1 an après le premier film, on était déjà en train de tourner le film là, qu'on va parler aujourd'hui. C'est quand même assez rapide. On a envoyé tous les contrats assez rapides. Là. On a même demandé à Bruce Willis. Là, on a augmenté là, son chèque de paye pour qu'il soit là. On a augmenté beaucoup là, le budget là, pour le film d'aujourd'hui. Le film original, je sais pas si on peut dire là, que c'est un phénomène là, qui est arrivé, mais ça, dans le fond, là, ça a eu quand même son impact. Vous avez entendu ce que j'ai à dire là-dessus là, au dernier podcast, mais ça ne sera pas vraiment le cas pour le film d'aujourd'hui. J'en ai parlé tantôt. Le réalisateur du premier film, John McTiernan, était prêt à revenir. Il aurait voulu, mais dans le fond aussi, il s'était commis là, à faire le film là, la poursuite d'Octobre Rouge là, avec Sean Connery. Là, un film que j'ai pas vu encore. Dans le fond, toute cette franchise-là, là, je pense que c'est la franchise des Jack Ryan. En tout cas, j'ai plus ou moins certain là, de ce que je dois dire. Je pense qu'il y a 6 films là-dedans. Je pense qu'il y a même une série là, sur Amazon là, sur le personnage. C'est quelque chose que j'ai jamais touché, que j'ai pas vu du tout, là, en tout cas moi, avoir vu peut-être là, quelques séquences à la télé par hasard. Il n'y a rien vraiment là, qui me revient là, d'avoir écouté là, un film de cette franchise-là. Pourtant, j'ai le coffret là, qui m'attend éventuellement un jour. Peut-être que je vais le couvrir au podcast ou pas. C'est quelque chose que peut-être que vous pourriez arriver puis me lancer une perche là, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser là, à ce que je couvre éventuellement. Mais en tout cas, le réalisateur est occupé sur ce film-là. Fait que on voulait quand même se dépêcher là, pour faire un deuxième film là, suite au Piège de cristal là, de 88. On est arrivé avec le réalisateur Rennie Harlan que j'ai déjà parlé une fois et que j'ai failli parler une deuxième fois là, cette année. Le réalisateur là, de Les Griffes de la Nuit 4, film qui était correct là, dans la franchise, là, un film là, qui avait comme pris là, qu'est-ce qui avait été établi là, pas mal là, dans le troisième film là, de Les Griffes de la Nuit, puis dans le fond là, qui a comme un peu là, boosté ça là, à 115%. Là, puis c'est ça, dans le fond, là, c'est un peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, là, puisqu'on est la suite d'un autre film, là, mais c'est un peu sa job. Quand je dis que dans le fond, on a failli en reparler aujourd'hui parce que ce réalisateur-là était rattaché à faire le troisième film de Alien, puis finalement, là, ça a tombé là, dans les mains là, de David Fincher.
Ça, j'en ai parlé en début d'année, là, mais en tout cas, on a failli avoir ce réalisateur-là qui était rattaché beaucoup à Alien, pas mal à cette époque-là, mais c'est ça. Finalement, il s'est ramassé là, sur le film de Die Hard 2. Si des fois vous voulez entendre parler de ce que j'ai à dire là, sur le troisième film d'Alien, vous pouvez facilement aller sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. Vous allez trouver des liens pour télécharger là, l'épisode directement là, en cliquant là, la franchise là, des Aliens et des Prédateurs que j'ai fait en combo ensemble. Puis en même temps, vous allez trouver un autre film de John McTiernan dans la même franchise, le film de Prédateur, le film original de 1987. Ou sinon, si vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur le film là, de Rennie Harlin, le réalisateur d'aujourd'hui, vous pouvez cliquer sur la franchise des Nightmare on Elm Street et des Vendredi 13 que j'ai fait aussi en combo ensemble pour voir l'évolution de les deux franchises ensemble. Puis vous allez trouver dans le lien tous les 20 films là, qui ont été couverts là, dans cette rétrospective-là. Sinon, il y a plein d'autres rétrospectives là, que vous pouvez trouver là, avec des liens faciles sur le site internet du podcast. C'est sûr que vous pouvez prendre un navigateur là, comme Spotify ou n'importe quel autre là, diffuseur de balado, dans le fond, là, n'importe quel logiciel, quoi. Puis, ça va faire l'affaire. C'est juste que sur le site internet, c'est tout classé, puis pas mal plus facile là, pour vous aider là, à retrouver là, qu'est-ce qui a été fait au podcast. Puis en même temps, vous pouvez suivre aussi Premier Visionnement sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour savoir tout ce qui s'en vient au podcast là, dans un futur. Alors, le film original avait été une adaptation d'un livre, un livre écrit là, par Roderick Thorpe. Puis, dans le fond, l'histoire se terminait là. En tout cas, j'en ai parlé là, en long et en large la semaine passée avec le premier film. Là, puis en même temps, avec un autre. En tout cas, je sais pas si on peut dire ça, un film alternatif dans un autre univers. En tout cas, c'est à peu près ça. Film avec Frank Sinatra, qui était peut-être un prequel ou quelque chose de même. Là, mais dans le fond, il n'y a absolument aucun lien entre les deux films. Mais c'était dans le fond l'histoire là, du personnage de Joe Leland. Mais l'histoire, elle se termine là pour la version écrite du personnage. Puis là, c'est ça, aujourd'hui, dans le fond, on va s'inspirer d'un autre livre, 58 minutes, écrit par Walter Wager. Je sais pas si le nom en français, j'ai cherché un peu partout, voir si vraiment le nom en français, c'est 58 minutes pour vivre, comme le titre en français. La seule affaire que je suis capable de trouver, c'est toujours 58 minutes. Je suis pas capable de trouver, voir si, mettons, ça s'appelle comme ça en français. Là, à partir de là, j'imagine que oui, là, dans mon opinion, là, je pense pas qu'on a inventé le pourvivre pour rien, là, pareil comme Piège de cristal, là, qui était le nom original là, du livre écrit là, par M. Thorpe. Aujourd'hui, c'est ça, on va quand même on va regarder même le générique, puis on va voir que techniquement, ils n'ont comme pas le choix de dire que les personnages ont été écrits là, par Thorpe. Puis c'est sûr à quelque part que c'est ces personnages qui continuent, parce que dans le livre de Walter Wager, le livre de 58 minutes, il y a à peu près absolument rien qui est pris là-dedans. Il est vraiment, même c'est marqué, là, j'écoutais la version audio du livre, que c'est vraiment marqué là, qui était inspiré de ce livre-là, mais à peu près rien n'est repris là, de ce livre-là, à part le fait que il va s'arranger là, pour arrêter là, les communications dans un aéroport, puis que dans le fond, les avions n'auront pas là, de place à atterrir là, parce qu'il n'y aura pas de lumière. Puis que les avions sont coincés dans le ciel. Puis, tu sais, dans le fond, là, dans le livre, quelque chose qui aurait peut-être pu utiliser dans le film, là, le fait que c'est pas juste un aéroport, c'est pas mal tout le système aérien là, qui est en panne, puis que dans le fond, il y a un terroriste qui veut faire du trouble pendant ce temps-là. Mais, tu sais, c'est vrai, les motivations ne seront pas pareilles. Puis, dans le fond, là, tu sais, c'est pas le même personnage du tout. C'est quelqu'un de beaucoup plus aligné là, dans le livre. C'est genre un ex-soldat de l'armée, là, mais là, c'est un policier. Mais c'est un livre que j'ai eu bien de la misère à passer au travers. Le début était quand même correct, mais après un bout, là, c'était trop technique. Là, c'était trop. L'auteur, dans le fond, il n'a pas fait grand-chose à part là,
le livre là, de 58 minutes. Il a fait un autre livre un peu plus tôt dans sa carrière qui a été adapté là, avec l'acteur là, Charles Bronson. Puis vraiment, là, en début de carrière, là, il avait fait des genres de livres. C'est des copies là, dans le temps, là, dans les 60, là, on avait l'émission Impossible et James Bond, puis tout le temps là, des films d'espionnage, dans le fond, il a sorti comme ça genre de copies là, en faisant là, des livres d'espionnage, puis il a comme ça sorti sa petite série là-dedans. Puis éventuellement, il a fait même un livre là, sur Mission Impossible, mais dans le fond, là, c'était des adaptations. Puis dans les livres qu'il a écrits lui-même, là, c'est ça, il n'y a pas grand-chose. Puis c'est ça, en tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment dur à lire ou plutôt à écouter, là, parce que je m'en suis basé là, sur la version audio. Peut-être aussi que c'était le narrateur, là, que c'était peut-être un petit peu trop sec quelque part. C'était pas vraiment une écoute là, que j'ai vraiment apprécié. Souvent, là, je partais ailleurs carrément. Là. C'était trop technique, puis c'était trop parfait. Là. C'était trop comme coordonné. C'était comme personnage. Là, le personnage là, dans le livre, là, il s'appelle Frank Malone. Puis, je sais pas. Il manquait un peu de charisme, peut-être. Il manquait là, beaucoup d'affaires. Fait que, en tout cas, le livre, là, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Il n'y a pas vraiment de lien avec. Le film, à part, là, c'est ça, là, dans le fond, là, juste le fait là, qu'on a pris un aéroport en otage. Puis même là, dans le livre, c'est ça, c'est plus la totalité là, du cycle de tout l'espace aérien. Là, c'est pas la même place. Ça se passe pareil dans le temps des fêtes aussi. Puis, le personnage de Frank Malone, il attend sa fille qui est à bord là, d'un avion. Mais c'est ça. C'est quand même ironique un peu de l'autre côté que dans le film de Piège de cristal, on avait remplacé la fille de Joe Leland, là, John McClane, en parenthèse, par sa fille. C'était sa fille originalement dans le livre, puis là, on l'a transformé en sa femme. Puis c'est la même affaire qu'on fait là, dans le livre là, de Walter Wager. Je pense que c'est plus une question là, de circonstances là-dedans. Le livre a été écrit là, dans la fin là, des années 80. Je pense que c'est en 1988, là, la même année là, que Die Hard est sorti. Puis honnêtement, j'ai aucune espèce d'idée c'était quoi le lien là, que ça s'est ramassé là, dans les studios. Qu'on a décidé là, de se baser sur son histoire là, pour faire le film d'aujourd'hui. Alors, le film d'aujourd'hui, c'est une suite, comme j'ai dit plus tôt, c'est un livre adapté, mais c'est vraiment libre. Puis, dans le fond, il faut quand même continuer là, les personnages là, qu'on a établis là, dans le premier film. Puis, c'est ça, fait que dans le fond, en étant un 2, il y a plus d'action, il y a plus de personnages, il y a plus de ci, plus de ça. Je veux dire, dans le fond, tout ce qui apporte avec un 2. Le synopsis d'IMDb arrive à dire John McClane tente d'éviter le désastre alors que des agents secrets militaires dévoyés prennent contrôle de l'aéroport international de Dulles à Washington. Puis, c'est ça, pas mal pour le synopsis. Nos personnages établis, dans le fond, c'est en étant une suite, c'est sûr que le côté budgétaire, est-ce qu'on ramène tel personnage, puis on ne les ramène pas, puis qu'est-ce qu'on fait avec, on les met un petit peu plus à l'avant-plan ou pas. Ça va être peut-être un peu là, qu'est-ce qui va se passer avec le personnage là, de William Atherton, là, qui est le journaliste là, qui est coincé dans l'avion avec la femme à John McClane. Puis, dans le fond, on va lui donner un petit peu plus d'écran aujourd'hui parce que il y a comme peut-être une réaction là, qu'il y avait eu au premier film. C'est sûr que cet acteur-là jouait tout le temps là, pas mal là, tout le con dans pas mal tous les films, là, les comédies là, des années 80. Là, en tout cas, il était pas mal reconnu là, que ce soit dans Ghostbusters ou dans Profession Génie. Là, en tout cas, c'est des films des 80. Là, mais c'est ça. Fait que c'était juste rajouter des personnages. Puis dans le fond, on ajuste ce qu'on a fait là, sur le premier film. Là, puis essayer là, d'en donner plus au public là, de qu'est-ce qu'il y avait là, dans le premier film. Mais essentiellement, les personnages restent pareils. Je pense que qu'est-ce qui peut vraiment là, définir le film aujourd'hui, là, c'est qu'est-ce que Bruce Willis dit
à peu près à mi-chemin dans le film. La blague que j'ai fait un peu en rentrant, là, c'est qu'est-ce que. C'est encore une autre situation où ce que, dans le fond, là, ça arrive 2 fois à la même personne, que c'est à peu près impossible. Ben, c'est ça un peu, là, dans le fond, là, c'est un peu un clin d'œil là, qu'on fait, qu'on nous fait nous autres, puis ça peut vraiment résumer là, l'idée du film. Leaving your lights on for over 3 hours in freezing cold, that's murder. But that's what we did with these cars. Let's see if any of them can start. One can. The one with the Sears Die Hard. The Die Hard. Extra power to start your car when most batteries won't. Sold only at Sears. Alors, le film ouvre, dans le fond, on va nous réintroduire là, John McClane, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé avec le personnage là, depuis le dernier film. Là, il est rendu flic à Los Angeles. Dans le fond, il était à New York dans le premier film. Puis là, ben, dans le fond, ça veut dire qu'il s'est relocalisé à Los Angeles pour pouvoir être avec Holly. Puis dans le fond, là, réunir sa famille. On va nous établir tout de suite là, qu'on est à l'aéroport. Puis c'est encore le temps des fêtes. On va nous introduire aussi le Padgett qui va faire un petit peu là, quelques. Dans le fond, on fait juste un peu en même temps nous dire là, dans quelle époque qu'on est là, quand on regarde ça là, rétroactivement. L'époque où tout le monde commençait à avoir des Padgett, que ce soit n'importe qui là, qui avait un Padgett là, pas mal là, dans ces années-là. Même si les Padgett, là, je me suis informé là, juste pour le fun, là, voir là, ça existait genre depuis là, les années 50. On pouvait. On voyait là, des émissions de télé là, avec des hôpitaux puis des docteurs, des affaires de même, eux autres qui avaient des Padgett, mais il y a comme eu une super méga boom là, sur les Padgett là, dans les années 90 jusqu'à temps que finalement là, le cellulaire apparaisse. Même si techniquement le cellulaire existait un peu avant, mais c'est plus le côté commercialisation là, qu'on peut parler là, sur ce fait-là. Mais à chaque fois qu'on entend le Padgett sonner, ben, ça nous ramène là, vraiment là, à cette époque-là. En même temps, je pense qu'on va nous établir juste une idée là, que John McClane va pogner un ticket de stationnement, que finalement ça va être résolu là, à la toute fin. Du film, dans le fond, c'est quelque chose qui n'était pas nécessaire nécessairement, mais qu'on a juste mis au moins l'idée que c'est cette partie-là qui a pogné un ticket, ben qu'à la toute fin, ben, ça, dans le fond, ce ticket-là va être déchiré. Je pense qu'on voulait comme un peu là, tout de suite nous placer puis que tout se ferme à la fin. Mais c'est très efficace. En quelques scènes, en quelques minutes, on a tout rétabli l'univers là, qu'on avait laissé la semaine passée. Puis on en replace tous les personnages où ils sont. Il y a Holly, qu'elle est en avion. Puis c'est ça, McClane s'envoie la chercher à l'aéroport. Là, ils ont genre des cellulaires ou des téléphones qui peuvent appeler là, sur les lignes terrestres. Là. Dans le fond, il y a comme un mobile là, sur l'avion. Le réalisateur dit que ça n'existait pas là, dans ce temps-là. Là. C'est sûr que dans le fond, la première fois que j'ai pris l'avion, là, ça fait à peu près 5-6 ans. Fait qu'est-ce qu'il y avait là, comme technologie dans le temps, je suis pas vraiment au courant de ça. Mais ce qui est quand même assez drôle, là, c'est que Bonnie Bedelia là, qui fait le personnage de Holly, la femme à McClane, il y a à peu près aucune scène avec eux autres, à part la finale. Puis c'est pas mal ça aussi dans le premier film. On a les deux personnages qui ont comme leur histoire séparée. Puis ils se réunissent à la fin. Oui, dans le premier film, ils se voient au début. Mais c'est ça, là, en bout de ligne, il n'y aura pas d'interaction pendant tout le film. Puis ça ressemble un peu à ça aujourd'hui. Elle, dans le fond, est de son bord. Puis elle va avoir sa petite histoire. Puis c'est ce que je parlais un peu là, dans l'autre section. Dans le fond, c'est juste, je pense qu'on la rapporte parce qu'elle était là dans le premier film. Puis là, on va lui donner une histoire. Dans le fond, elle va être enfermée, là, enfermée en guillemets, là, avec le reporter là, qu'elle a donné un coup de poing sur la gueule à toute fin du film.
c'est ça, on va se rendre compte là, que lui est à bord aussi. Je vois pas mal tout parler là, de toute cette histoire-là tout de suite. Je vais régler ça. C'est, dans le fond, c'est tout étendu là, sur tout le film. Là, Thornburg, dans le fond, tout le genre de côté qu'on peut dire là, que c'est un trou de cul, c'est pas mal tout rapporté du premier film. Honnêtement, je sais pas si, juste en ayant vu là, juste le film d'aujourd'hui, si maintenant on peut arriver, là, puis c'est pas légitime qu'est-ce qu'il fait. Je dirais même que peut-être que ce que Holly fait, c'est pas mal hypocrite. Parce qu'en bout de ligne, Thornburg essaie de savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a un de ses collègues là, qui est à bord de l'avion, puis que dans le fond, il réussit à se plugger là, sur une fréquence là, de l'aéroport, puis il arrive, puis il va faire un reportage là-dessus, mais c'est sa job en même temps d'essayer de trouver des reportages, puis c'est ça qu'il fait dans la vie. Je veux dire, c'est-tu tout le temps, il s'y prend tout le temps bien correct? Pas à 100%. Il y a même un bout là, qui fait le même genre de commentaire là, qu'il a fait à la dame là, qui gardait là, les enfants à McLean. Puis, dans le fond, où ils avaient menacé, il avait menacé la madame là, de l'exporter du pays si, mettons, il n'ouvrait pas la porte. C'est un peu la même affaire, là, une fois qu'il est au téléphone, il dit, là, dans le fond, là, si tu me transfères pas, là, arrange-toi là, pour trouver une nouvelle job à partir de là. Moi, dans le fond, ça me fait tout le temps rire là, quand j'entends des affaires de même. Là, les gens sont au téléphone, puis ils entendent une voix hystérique au téléphone, puis la personne, elle dit, si, mettons, là, tu me transfères pas, ben, arrange-toi pour trouver un autre job. Dans le fond, sa job, c'est de dire, ben, c'est bon, on va te rappeler ou quelque chose de même. Elle peut perdre sa job, justement, parce qu'elle te transfère. C'est. En tout cas, me semble dans le livre, là, dans les toutes petites scènes par rapport, là, il y a une genre de scène un petit peu là, similaire à ça, là, où le personnage de Frank Malone là, fait un appel, puis on le transfère, là, il dit pas nécessairement des menaces de même, là, mais c'est juste en train de dire là, que dans le fond, il y a l'autorité là, pour passer au travers. Là, mais en tout cas, ça, c'est dans le livre. Là, je veux dire, c'est des détails, mais je pense pas qu'on a pensé même à relier les deux là, quand on écrit le script. Mais c'est ça, comme je disais, Holly, comment que je trouve peut-être que c'est hypocrite parce qu'elle aussi, elle veut savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a un bout, là, ils sont dans les airs, puis là, elle arrive. Là, le vol était pas supposé durer là, 5h30, puis finalement, ça dure plus longtemps. C'est ça, à quelque part, elle veut savoir qu'est-ce qui se passe rendu là. Puis là, je veux dire, c'est impardonnable qu'est-ce qu'il a fait, le personnage de Thornburg, qu'est-ce qu'il a fait là, dans le premier film. Mais là, on a une histoire isolée du deuxième film, puis il aurait fallu d'avoir quelque chose de plus concret, je pense, pour qu'on trouve que vraiment Thornburg est vraiment un sans génie, puis qu'il mérite tout ça dans le film actuel. Pas qu'est-ce qu'on rapporte du premier film, parce que dans le fond on n'en fait même pas mention de qu'est-ce qui se passe vraiment, ce qui s'est passé là, dans le premier film, à part qu'il l'a frappé, mais c'est un peu de replacer tout ça, puis à quelque part ben elle a l'information, puis c'est sûr que ça crée une panique, mais l'autre côté, je préférais être dans un avion puis savoir que peut-être que je pourrais mourir avec l'avion qui va s'écraser, quelque chose de même. J'aimerais ça savoir pourquoi. Je veux dire, à part de tout d'un coup, on va atterrir puis dans le fond, à cause que on voit pas la route, puis mourir, puis pas avoir aucune conscience de ça, je trouverais ça plate, en bout de ligne, je serais plus là pour le savoir, mais à quelque part, je préférerais le savoir tout simplement. Là, juste avant de continuer à parler du film, je vais juste parler de mon point de vue, de la manière que je rentre là, dans le film aujourd'hui. Comme que je l'ai mentionné là, la dernière fois, là, mais des fois que vous avez sauté là, sur le film d'aujourd'hui sans écouter là, la semaine passée. Le film d'aujourd'hui, c'est le premier Die Hard que j'ai vu au complet. Je l'ai vu au cinéma. Je pense que c'était au cinéma de la Canardière, un cinéma qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un petit cinéma là, qui était dans un centre d'achat, que j'ai vu beaucoup de films là, dans cette
cette époque-là, dans ce petit cinéma-là. Il y avait juste une salle dans cette salle-là, mais il jouait tout le temps 2 films, dans le fond, en alternance tout le temps. Souvent, on allait voir là, les 2 films. Là, du coup, qu'est-ce qui était là, en même temps là, que Die Hard, je sais pas, c'était peut-être les Tortues Ninja, c'était peut-être un autre film, là, genre Ghostbusters 2. Je sais pas, mais en tout cas, c'est toutes sortes de films là, que j'ai vus dans ce cinéma-là. Puis en même temps, ben, c'est ça, c'est le film qui m'a fait que j'ai embarqué dans la franchise, que je suis retourné là, voir le premier film. Mais c'est ça, en tout cas, avec l'écoute d'aujourd'hui, là, c'est peut-être là, ma 10-15e fois là, que je vois le film. C'est le film là, que je vais avoir vu le plus là, dans toute la franchise. Puis est-ce que ça a fait que j'ai embarqué le plus dedans? C'est-tu le cinéma? Est-ce que c'est, on a été réintroduit là, à McClane au début du film, mais on voit qu'il est un petit peu plus sûr de lui-même là, comparativement au premier film. Il va être un petit peu plus fonce dans le tas aujourd'hui. Oui, c'est le même personnage, mais on voit qu'il est plus fonce dans le tas. Il est plus James Bond un peu. Il est plus... il est plus prêt à risquer des affaires, là, puis sans vraiment se poser de questions. Tandis que dans le premier film, il semblait plus être le monsieur ordinaire, que tout d'un coup, il est confronté à une situation. Ben, là, sans dire que c'est l'homme de la situation, mais il est plus en contrôle. Il y a une nuance quand même, mais ça fait que il va plus être le genre de Rambo là, que Gruber parlait là, la dernière fois. Il est plus fonce dans le tas. Puis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai plus embarqué là, avec le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça, je veux dire, il y a une nuance qui fait que le film fait qu'il y a une dynamique un petit peu différente. À cause des affaires de même. Alors, en parlant là, de Gruber, l'antagoniste du premier film, ben, on va parler de l'antagoniste, je vais dire en guillemets, avec un point d'interrogation, principal du film. C'est-tu le colonel Stewart qui est interprété là, par William Sadler, que là, dans le fond, sa scène d'introduction, qui est genre tout nu là, dans sa salle, dans sa chambre d'hôtel, qui est en train là, de se prendre pour Van Damme, là, en train là, de faire là, une coupe de passes là, de karatéka, tout ça. Puis je dis Van Damme, c'est peut-être parce que j'ai couvert plusieurs films de Van Damme dernièrement, mais on est en plein cœur là, de la Van Dammia, si on veut, qui est dans le fond là, on avait des films de Van Damme qui arrêtaient pas là, d'être populaires, puis l'acteur était rendu populaire à cette époque-là. Même je dirais que William Sadler a de l'air de ressembler à un Van Damme version pauvre. Puis le fait de le mettre tout nu dans sa chambre d'hôtel, ben genre tous les films de Van Damme, on s'arrange pour le voir là, nu de la tête aux pieds. Fait que je trouve que c'est vraiment comme un clin d'œil on se dit, ben on pouvait pas avoir Van Damme contre Bruce Willis. Fait que on a mis un autre personnage qui ressemble, ou un autre acteur qui ressemble à Van Damme, puis qu'il peut être juste un remplaçant de Van Damme. En tout cas, moi, c'est moi l'impression que j'ai avec le colonel Stewart. Fait que c'est-tu lui la tête? C'est lui le premier qui est introduit. C'est lui le chef de toute la bande au complet là, qui organise tout, dans le fond, l'extraction là, du général Esperanza. C'est lui comme le chef de la gang, là, le général Esperanza, mais dans le fond, c'est colonel Stewart qu'on voit qu'il a tout manigancé, dans le fond, là, pour l'extraire. Plus tard, ben, il va en avoir un autre qui va s'embarquer là, dans toute l'histoire. Est-ce que ça va être lui, finalement, comme pour le film, est-ce que ça va être lui le grand chef, que dans le fond, on va avoir comme le combat final avec le grand méchant du film. C'est un peu tout ça, quelque part. C'est comme, c'est pas clair, c'est comme il y a 3 personnes qui sont toutes en arrière de toutes, mais dire que c'est qui vraiment le chef, moi je vais dire que c'est lui en tant que tel, parce que c'est lui qu'on voit tout le long, c'est lui dans le fond qui fait avancer l'histoire, mais pour le film, le grand adversaire à battre là, si mettons on peut regarder ça de même là, ben ça sera pas lui là.
Fait que lui, son opération, on va voir là, qu'il va faire toute une passe là, qui a de l'air toute bien menaçante en bout de ligne. Là, une fois qu'il a fini sa scène là, dans sa chambre d'hôtel, ben, il va se retourner de bord pour fermer la télé super rapide. Là. En tout cas, c'est comme un petit peu ridicule, là, mais en tout cas, il sort de sa chambre d'hôtel, puis là, ben, tout le monde est aligné. Là, aussitôt qu'il passe dans le corridor, ben, tout le monde se place en arrière de lui. On peut même apercevoir là, Robert Patrick là, qui fait le T-1000. Puis il y en a plusieurs là, dans le film d'aujourd'hui, là, des acteurs là, qui sont devenus connus là, par la suite. C'est-tu exactement le film d'aujourd'hui? Je pense que oui, là, qui a laissé sa marque, puis qui dans le fond, on a utilisé le tête là, pour plus tard. Peut-être pas dans le cas de Robert Patrick, parce que dans le fond, on a dû filmer Terminator 2 pas mal là, en même temps là, qu'on filmait là, le film d'aujourd'hui. Fait que je pense pas qu'il y a une retombée là, à cause du film aujourd'hui là, spécifiquement. Je pense que c'est un hasard. C'est pas comme s'il va être super important, là, mais il va juste être le sous-commandant là, d'une bande là, un peu plus tard, je pense bien. Là, on peut regarder ça de même, mais il n'est pas plus important là, qu'un autre. Même plus tard, on va avoir d'autres acteurs là, comme John Leguizamo, là, que, en tout cas, je sais pas si c'est quelque chose là, que je comprends pas pourquoi exactement je suis coincé sur lui, en pensant là, l'acteur qui fait Luigi dans le film là, de Super Mario un peu plus tard. Pourtant, j'ai vu ce film-là peut-être 4 fois là, dans ma vie. Mais John Leguizamo va toujours être Luigi pour moi, mais en tout cas, c'est toutes des affaires là, que je vais remarquer là, au courant du film, là, des tailles que j'ai revues là, souvent là, par la suite. Puis c'est quand même drôle là, de voir qu'ils sont tous réunis aujourd'hui comme des personnages qui sont vraiment pas importants. Là. Fait que eux autres, dans le fond, toute la manigance qui est construite, là, dans le fond, c'est pour expatrier, là, réussir à pas à kidnapper, là, mais à sauver là, le général Esperanza, que lui, dans le fond, il a été il est expatrié vers les États-Unis parce qu'il a utilisé des fonds américains pour acheter de la drogue, puis dans le fond, il va être jugé aux États-Unis, là, en tout cas, quelque chose de même. Là. Puis là, dans le fond, c'est ça. Eux autres sont tous des anciens soldats que, dans le fond, ils vont essayer là, de le sortir là, de ce pétrin-là, puis sûrement essayer là, de sortir du pays à la toute fin pour continuer là, à faire là, de la contrebande un peu partout là, mondialement. S'il vous plaît, messieurs. Ça va vous sembler bizarre, je sais, mais je viens de voir. De voir quoi? Elvis. Elvis Presley. Connard de touriste. Fait que là, McClane se promène là, dans l'aéroport, il attend, puis il va tomber face à face au colonel Stewart comme par hasard. Comme je disais la semaine passée, ben, il y a toujours comme un peu des fois, là, en général, là, dans la part des films d'action, là, où on a tout le temps là, le méchant, puis le bon gars, ou ce qui se rencontre dans une situation neutre, puis c'est pas mal le plus près là, qu'on va avoir là, de cette scène-là, de côté là, de situation neutre. Les deux savent pas exactement qui sont là, à cette étape-là. Puis on a toute l'introduction aussi là, de Samantha Coleman aussi, là, la journaliste au travers de ça, qui va avoir comme un peu une étape, une partie un petit peu plus importante un peu plus tard dans le film, là, mais en tout cas pour l'instant là, on fait juste un peu là, placer nos pions. Mais là, on est à peu près à 10 minutes du film, puis c'est là où le film embraye. C'est quand même pas mal un peu plus tôt là, que dans le dernier film, là, on commence déjà à placer là, en dedans là, de 10-12 minutes. On a la première séquence d'action. John McClane va se rendre compte là, qu'il y a peut-être une genre de transaction louche. Dans le fond, tu es dans un aéroport, il y a des milliers de personnes qui se promènent en même temps là, juste dans la bâtisse. Puis là, ils vont échanger une mallette ou une valise. Puis, dans le fond, là, ça va y donner la puce à l'oreille ou visuellement. Puis il va les suivre. Puis là, puisque dans le fond, ils se sont échangés une valise, c'est louche. Avec le millier de personnes qui se promènent, ils seraient pointés un face à l'autre. Il aurait donné la valise en main propre, vraiment là, que tout le monde les voit. Puis, ça n'aurait pas vraiment dérangé personne. Personne ne s'est rendu compte de ça. Dans le fond, ils se sont trompés de valise ou n'importe quoi.
ça aurait juste paru comme ça. Mais là, il s'assise à une table. Là, il s'échange les valises en dessous de la table. Dans le fond, il y a personne qui les regardait vraiment arriver avec une valise puis dire hey non, lui, il est parti avec l'autre valise. Il y a personne qui se rend compte de ça. À part si, mettons, t'arrives justement, tu pointes, tu vois une table, puis justement, tu t'arranges pour faire quelque chose de caché. Puis là, quelqu'un se rend compte de ça. Puis là, il dit ben là, ils ont échangé, mais on n'était pas supposé avoir. Dans le fond, là, c'est là que tu cherches le trouble. Quelque part, plus tu essaies de cacher quelque chose. Là, dans le fond, je suis en train de vous donner une leçon de vie. Pour, si mettons, vous voulez faire quelque chose secrètement, faites-le à air ouverte, puis vous n'aurez jamais de problème. Fait que McClane va les suivre, puis c'est sûr que là, puisqu'il trouve ça louche, il va voir les policiers, puis il va essayer de lui mentionner ça. Sauf que ça tombe que le policier qui va essayer d'aborder, c'est le policier qui a donné l'étiquette au début du film. Fait que, dans le fond, il va dire c'est correct, je voulais juste. J'ai vu quelque chose, puis c'était Elvis Presley. Fait que, dans le fond, il voulait juste comme l'envoyer promener. Rendu là, c'est ce qu'il paraît pour. Fait que, il va décider là, de suivre les deux terroristes, là, on va dire ça de même. Puis, dans le fond, il va rentrer là, dans le. C'est comme la salle de bagages où ce que ça trie. Là, il y a toutes des convoyeurs où ce que les bagages sont là. Dans le fond, je trouvais ça pas pire. En écoutant le commentaire, le réalisateur, lui, il dit là, que le concierge là, qui ouvre la porte, c'est un sans-abri. Puis, dans le fond, ils ont donné une job, tout simplement, là, dans cette scène-là. C'est quand même le fun, à quelque part. Le gars, dans le fond, il a rien mangé, puis ils ont probablement dit, garde, faites cette scène-là, puis dans le fond, on va payer un bon lunch, puis probablement avec un peu là, de surplus. Là. Fait que, dans le fond, là, c'était quand même le fun là, de la production là, d'avoir fait cet acte-là. Fait que c'est ça, on a notre première scène d'action. Là, il y a un acteur là-dedans, Vondie Curtis Hall, en tant que tel, là, c'est pas un acteur que je connais beaucoup, mais que j'ai déjà vu un peu partout. Il a joué là, dans. Je regarde là, sur IMDb, là, il a joué dans Romeo et Juliette, là, la version 96 avec Leonardo DiCaprio et Claire Danes. Il a joué là, dans L'Enragé là, de 93 avec Michael Douglas dans Broken Arrow. C'est juste que je me dis, ce personnage-là, ça va être. Il va réussir à se sauver. Puis finalement, on n'aura pas de suite avec tout dans le fond de cette séquence d'action-là. Il y en a un autre, dans le fond, là, que McClane va se battre avec, que finalement, là, il va foutre en dessous d'un genre là, de presse-bagage là, pour comme un peu égaliser peut-être qu'est-ce qui est dans les valises. Puis il va y passer la tête en dessous, puis dans le fond, ça va le tuer, là, naturellement. Là. Mais c'est ça, à quelque part, je me dis, on a encore tué peut-être encore un des petits, un peu comme dans la structure du premier film. On tue juste un petit pion à quelque part qui fait un peu là, engager des affaires un peu. Mais c'est ça, comme il n'y a pas de résolution un peu avec cette bagarre-là, à quelque part, quand le personnage là, de M. Curtis Hall, que lui, en bout de ligne, c'est ça, à la toute fin, il meurt avec tout le monde. Mais c'est comme ce combat-là reste en suspens tant qu'à moi, là, cette bataille-là. Là. C'est surtout que on arrive à la prochaine scène où dans le fond, il va aller reporter là, au colonel Stewart que dans le fond, ils ont été interceptés là, par McClane. Puis là, dans le fond, il va y pointer un fusil à la dans le front, puis finalement, son arme va être vide, mais pourquoi est-ce que son arme est vide rendue là? Dans le fond, il n'y a pas plus de résolution sur ce personnage-là. Il aurait peut-être justement dû montrer un petit peu plus là, de sévérité, puis faire sauter la tête. C'est peut-être qu'on l'aurait pris un peu plus au sérieux. Là, c'est comme le fait justement qu'il ne le tue pas. Je parle du colonel Stewart. Là, ça fait que il n'est pas si dans le fond là, si sévère que ça. Il va faire quelque chose là, de super impardonnable là, un peu plus tard dans le film. Mais à cette étape-là, ça aurait été bon de montrer que justement là, il est carrément là, de sang-froid. Puis montrer ça tout de suite en partant, là, ça aurait été une bonne affaire.
faire, mais en même temps, il a besoin de son équipe, j'imagine. Puis ce qui est pour la fusillade, là, au travers là, de tous les convoyeurs, c'est du standard à quelque part. On se tire d'un peu partout, on est ses convoyeurs, on est en train, il y a toute la vapeur un peu partout. Ça me fait penser, dans le fond, aux commentaires là, de John McTiernan dans le premier film, où justement, il disait, là, dans tous les films d'action de cette époque-là, il y avait des combats ou tout le temps là, des scènes qui se passaient là, avec des industries ou des bâtisses avec toute plein de vapeur un peu partout. Dans le fond, ça fait un peu la même affaire là, dans cette scène-là. Fait que McClane va se faire arrêter par la police. Dans le fond, il va avoir fait appeler la police, mais c'est lui qui va se faire arrêter pendant que Curtis Hall va se sauver. Puis, dans le fond, il va tomber, là, il va se faire envoyer là, au bureau là, du capitaine de la police, là, Lamanzo, qui est interprété là, par l'acteur là, Dennis Franz, que lui va devenir populaire là, un peu plus tard là, par la série là, NYPD Blue, que j'ai vu quelques épisodes, là, mais en tout cas, c'était pas mon genre là, à l'époque, là, fait que j'ai pas plus embarqué, mais à ce que sache, c'était une grosse série là, dans les années 90, très populaire, là, peut-être plus sur les chaînes américaines, là, mais en tout cas, moi, j'ai pas vraiment plus embarqué là, dans cette série-là. Honnêtement, j'ai vu plus ces épisodes-là quand j'écoutais là, la série de Mortal Kombat qui passait à la télé, puis c'était comme genre ça juste avant, fait que des fois, je voyais un peu là, les fins, mais c'était pas pour moi, là, pas du tout, là, mais peut-être que je verrai ça aujourd'hui, ce sera peut-être mieux, là, mais en tout cas, j'ai aucune idée là, de quoi ça parlait. Là. Sauf que c'était peut-être une série un petit peu plus là, virée aux adultes, contrairement à plus le général, là, peut-être Miami Vice là, des années 80, là, mais en tout cas, ça reste à confirmer, là, honnêtement, là, j'ai pas vu un épisode de bout à l'autre. Fait que, en tout cas, fait que le capitaine Lamanzo, dans le fond, il va être un petit peu qu'est-ce que le personnage là, de Robinson était dans le premier film, que dans le fond, McClane, il va le prendre un peu là, comme de la merde, tout simplement. Il va dire: qu'est-ce que tu viens faire ici? T'as pas rapport, c'est moi qui est le chef ici. Toi, dans le fond, même si t'as sauvé plein de monde là, dans la bâtisse de Nakatomi là, il y a quelques années, ici, là, t'es juste une personne là, comme un autre, puis ta badge que t'as ici, là, elle vaut absolument rien. C'est moi le boss, puis dans le fond, là, laisse-nous faire notre travail. Dans le fond, quand McClane arrive pour dire son histoire de qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, il veut rien savoir à partir de là. Fait que McClane n'a comme pas le choix, c'est pas le choix, en guillemets, d'essayer là, par ses propres ressources d'enquêter là, sur c'était qui là, les deux personnes là, qui étaient dans le fond là, qui ont fait la fusillade. Puis c'est ça, il y en a juste un mort entre les deux. Fait que dans le fond, il va essayer là, d'aller chercher là, les empreintes là, sur le cadavre. Puis dans le fond, il va faxer les empreintes. À notre autre caméo, puis c'est vraiment un caméo dans le fond, là, le sergent Al Powell qu'on avait là, dans le premier film, joué par Reginald VelJohnson, qu'à l'époque, rendu en 1990, peut-être pour ça aussi que j'ai plus embarqué là, avec le film. J'ai écouté une série, je n'ai parlé un peu la semaine passée, dans le fond, là, je commençais à écouter là, une série là, des sitcoms qui appellent là, qui s'appelait Family Matters, que dans le fond, lui, c'était le père de famille, puis c'était un policier là-dedans. Puis, en tout cas, c'était un show anglophone, là, mais en tout cas, je veux dire, ça faisait bien rire, là. Fait que, en voyant là, ce personnage-là, c'était un peu peut-être ma porte d'entrée là, dans le film d'aujourd'hui. Puis, honnêtement, j'ai comme dans ma tête, là, c'est comme quand il rentre à la maison, c'est la série télé là, qui se déroule, puis dans le fond, quand il est pas au bureau, c'est OK, il est au bureau, c'est dans le fond, là, c'est le scénario de Die Hard. Mais dans le fond, là, la série, c'était un autre spin-off là, d'un autre show aussi que j'écoutais, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire, là. Je penserais pas parler de ça un jour, mais en tout cas, si des fois je dois faire une rétrospective sur Family Matters, on en parlera là-dessus, mais je ne penserais pas en parler plus que ça aujourd'hui. Ce qui est drôle, pareil, c'est que quand McClane appelle Powell et dit là, lâche les Twixie puis prends-toi un crayon,
les Twinkies, excusez. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ça qu'il est vraiment en train de faire. Il est en train de manger là, des Twinkies. Puis, tu sais, c'est juste un petit peu drôle. Mais, tu sais, ça sert vraiment là, comme un caméo en tant que tel. C'est vraiment pour rapporter là, le plus de personnages du premier film au maximum. Parce que, tu sais, dans le fond, il est là, puis, tu sais, dans le fond, ça a dû être pour Monsieur Val Johnson, là, ça a dû être quelque chose comme une demi-journée à filmer, puis c'était fini, tout simplement. Là, tout est filmé là, dans la même place, puis c'est tout. Là, tu sais, on le voit pas plus, il est pas plus important. Puis, tu sais, McClane, c'est quoi? Il y a personne d'autre là, qui voulait travailler avec lui là, au courant des années, puis la seule personne là, qui avait comme ressource, c'est d'appeler le sergent Powell. Tu sais, c'est un peu comme impossible à quelque part, là, mais tu sais, c'est ça. À quelque part, là, c'est vraiment pour nous autres. Puis c'est bien correct. Là, je suis toujours bien content là, de voir Reginald Val Johnson à l'écran. Fait que, après les analyses là, de qui est la personne là, qui a trouvé les empreintes, supposément que cette personne-là est décédée là, il y a genre 2 ans avant. Dans le fond, c'est toutes des personnes là, qui n'existent plus en tant que telles, là, qui sont hors du radar. Puis que dans le fond, c'est ça qu'on va déduire. Fait que là, on va apporter cette situation-là au directeur là, de l'aéroport. Le directeur de l'aéroport, M. Trudeau, qui est joué là, par Fred Thompson, que lui-même va être rendu politicien là, quelques années après ça. Honnêtement, je pense que c'est ça qui dégage aussi. T'sais, dans le fond, là, il y a vraiment de l'air là, d'un directeur là, d'un aéroport. Dans le fond, là, tout le monde là, dans le film aujourd'hui ont de l'air de qu'est-ce qu'ils sont là, comme personnage. Tant qu'à moi, c'est comme je verrais aucun échange là, d'acteurs dans tout le film au complet. Je trouve que tout le monde est quand même là, vraiment bien choisi pour le rôle. Ce qui est drôle en tant que tel, là, c'est que quand je vois d'autres films puis que je vois des tours de contrôle, je me dis tous les tours de contrôle, je comprends pas. T'sais, dans le fond, c'est tout le temps des petits aéroports. Je me dis. Puis, tu sais, dans le fond, là, je me dis, aux États-Unis, les gros aéroports doivent tout le temps avoir là, des tours de contrôle là, qui ressemblent au film d'aujourd'hui. C'est ça, tu sais, en écoutant le réalisateur aujourd'hui, tu sais, je viens de me rendre compte qu'il n'y a aucune tour de contrôle d'aéroport qui est gros comme ça. C'est tout le temps plus petit que ce que c'est. Peut-être qu'aujourd'hui, on a fait des plus grosses là, depuis le temps qu'ils ont fait le commentaire audio, là, il y a peut-être une quinzaine d'années. Mais dans ma tête, tu sais, même l'aéroport de Québec, tous les aéroports à Montréal, tout aéroport qui ont au moins grosse comme ça ressemblait à qu'est-ce que ça ressemble là, dans le film de Die Hard 2, mais comme j'ai dit là, la première fois que j'ai pris l'avion, c'est de toute façon on va jamais là, dans la tour de contrôle, mais c'est ça, dans ma tête là, c'était tout le temps là, des grosses tours de contrôle de même, parce que dans le fond on voit partout, puis il y a juste des pitons partout, puis dans le fond il y a des communications partout, puis sont à peu près là, 50 à travailler là, dans cette salle là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est vraiment pas comme ça a l'air. Là. Fait que, en tout cas, on vient de casser carrément là, la magie du cinéma, là, que j'ai entendu ça un peu plus tôt là, dans la journée. Mais c'est là que, dans le fond, là, le colonel Stewart et sa troupe là, vont rentrer en action. Eux autres, c'est ça, ils ont trouvé une église pas loin. Puis, dans le fond, c'est ça qui a établi là, comme leur quartier général. Ils vont détruire toutes, dans le fond, les communications là, de l'aéroport. Ils vont se plugger dans tout. Puis dans le fond, ils vont prendre comme override, là, ils vont prendre le dessus en communication sur les avions en se branchant dans leur système. Puis bien sûr, ils vont éteindre toutes les lumières de toutes les pistes d'atterrissage. Là-dedans, en passant, il y a des choses qui se contredisent là, dans la manière que le réalisateur apporte les données pour le film. Il dit dans le fond qu'il n'y a pas d'aéroports qui ont voulu vraiment là, dans le fond s'affilier avec la production là, pour les aider, mais comme au début, on est à l'aéroport là, de Los Angeles, je crois. Pour filmer là, les premières scènes où McClane se promène là, au travers du monde. Puis, mais sauf que en même temps, on voit qu'il y a c'est ce qu'il nous dit, c'est plus tard là, que dans le fond, il n'y a aucune compagnie aérienne, il n'y a aucun là, aéroport là, qui a voulu travailler avec la production là, pour dire comment que ça fonctionnait. Fait que beaucoup la production là, arrivait là, à trouver là, des manières là, pour avancer l'histoire, puis les côtés narratifs. Des fois, ils inventaient des jargons qui pouvaient être
plus ou moins vrai, mais dans le fond, ils l'ont écrit là, pour faire avancer l'histoire. Je trouve juste ça un petit peu contradictoire. On utilise là, des endroits pareils, des aéroports pour filmer, mais dans le fond, ne sont pas en arrière d'eux autres quand même pour dire un peu les technicalités. C'est sûr que dans le fond, on parle d'un film où ce que ça dit que l'aéroport fait pas sa job en tant que tel, là, la sécurité est pas correcte, est pas adéquate. Fait que pourquoi est-ce que des aéroports ou des compagnies aériennes voudraient s'allier avec la production, mais il y a toujours des manières, à quelque part, de justement se servir de ça pour montrer qu'eux autres, ils paraissent bien. Pour ça, en même temps qu'ils doivent aussi inventer là, des lignes aériennes pour les besoins du film. Ils peuvent pas utiliser là, des lignes aériennes réelles. Mais en même temps, la mentalité était différente dans le temps. Il y a des choses qui n'étaient pas arrivées encore, mais parce que, dans le fond, c'est rare que je vais arriver pour dire des compliments là, dans ce que je vais dire. Mais dans la série de Transformers, Michael Bay, même si, peu importe qu'est-ce qu'on pense des films, il y a toujours, dans le fond, l'entente avec Michael Bay puis montrer l'armée, c'est de toujours faire bien paraître l'armée. Peu importe, même s'ils se font ramasser ou pas, l'armée apparaît bien là-dedans. Puis dans le fond, ils ont leur protocole, puis tout va bien. C'est toujours primordial de garder ça tout le temps à l'avant-plan. Tandis que dans le film d'aujourd'hui, c'est ça. Il pourrait arriver puis montrer comment que tout fonctionne bien, puis que d'un côté, que le méchant, il trouve quelque chose là, pour contrer leur système. C'est sûr que c'est pas comme sur Internet aujourd'hui où on peut demander à Google voir si mettons telle chose est possible ou pas. Dans le temps, c'était un autre cas. Là, dans le fond, on n'avait pas vraiment d'Internet là, généralement à la maison. Mais en tout cas, fait que McClane va être expulsé là, éventuellement là, de la tour de contrôle parce que dans le fond, c'est McClane qui a une trop grande boîte. Honnêtement, là, il essaie là, de la remettre en pleine figure là, tout le temps là, que la Menzo, il a pas écouté McClane. Puis la Menzo, il en a un petit peu son casse après un bout, puis il dit, regarde, c'est assez, là, tu sors d'ici. Puis honnêtement, je peux pas arriver puis dire que le Menzo, il fait la mauvaise affaire. Ça peut arriver qu'il se trompe, mais il commence à agir, envoie-le pas promener. À quelque part, oui, c'est une question d'orgueil peut-être, là, mais lâche-le, là, à quelque part. C'est un peu là, une tête forte contre une tête forte, à quelque part. Mais c'est qui est en contrôle? C'est la Menzo, puis si, mettons, lui, il décide de virer de bord, dans le fond, il l'expulse. Fait que c'est sûr que, le côté, peut-être que McClane arrive et il dit, c'est moi qui devrais écouter, mais à quelque part, c'est ça, c'est le monde, là, ils vont pas écouter McClane, ils vont écouter le Menzo. Puis c'est là un petit peu, peut-être, un problème dans le film, des personnages, c'est que sont trop orgueilleux à quelque part, puis au lieu de travailler ensemble puis de faire les bonnes choses, peut-être que le directeur de l'aéroport pourrait arriver puis dire juste calmer les deux. Au lieu de dire c'est beau, la Menzo, c'est toi qui s'occupe de ça, puis on va faire expulser McClane. Il devrait arriver puis juste dire là, on a une situation, puis on peut prendre vos idées, monsieur McClane, puis essayer de travailler ensemble, mais l'autre côté, c'est pas la job du directeur quelque part, là, lui, il faut qu'il s'occupe de la situation. Mais sauf que ça peut donner un doute un peu, est-ce que le directeur Trudeau, est-ce qu'il est en arrière de ça? Surtout un peu plus tard, même aussi, où que dans le fond, on va quand le Major Grant va arriver, puis on va quand même encore exclure McClane des conversations. C'est sûr que McClane, il n'y a pas rapport là en tant que tel. Dans tous les films d'action, quand on les écoute, aussitôt que notre héros commence à faire un acte quelque part, on va tout le temps l'inclure. Rendu là, il y a comme gagner son badge ou ça passe pour être avec toute la grosse équipe. Dans le film d'aujourd'hui, c'est pas assez en tant que tel. Là, on dit merci d'avoir réglé un problème, puis là, on saute au prochain problème, puis dans le fond, t'es exclu de ça, merci de nous l'avoir dit, puis là, c'est ça, on va gérer la situation à partir de là. Mais en même temps, je vais transférer ça sur juste vraiment tout transférer cette situation-là par une autre affaire. T'as un problème là, d'insectes qui rentre dans ta maison, t'appelles un exterminateur.
Puis là, ben, tu sais, est-ce que tu commences à dire à l'exterminateur sa job quoi faire, ou t'arrives et tu te dis, ben, tu sais, je veux dire, il est là pour ça, en tant que tel, c'est eux autres qui s'en occupent. C'est là un peu là, l'idée. Là. C'est quelque part, eux autres sont supposément plus en compétence pour le faire, ils connaissent plus ce qui se passe dans l'aéroport. Puis là, tu sais, là-dedans, là, on a le directeur là, de technologie, là, ou le superviseur, là, Barnes, que lui, en tant que tel, là, il sait qu'est-ce qu'il fait. Tu sais, il est à sa place. Puis, tu sais, tout le monde, là, ils sont pas vraiment là, des incompétents. Il y a juste la Menzo que lui, dans le fond, il est trop orgueilleux. C'est un peu le problème. Mais l'autre côté, c'est McClane, je pense qu'il pousse trop aussi, là. Fait que McClane, c'est ça, il est expulsé de la tour de contrôle. Puis en même temps, ben, il y a la journaliste là, Coleman qui est expulsée aussi parce qu'elle s'est ramassée à la tour de contrôle. Puis c'est ça, elle est expulsée de là aussi. Fait que là, on a l'ascenseur. Puis McClane, dans le fond, il va sortir par le toit de l'ascenseur. Tu sais, le visuel va paraître beaucoup le premier film, dans le fond, où McClane se promenait là, avec des endroits non complétés. Dans la tour de Nakatomi. Puis là, ben, tu sais, c'est comme tous les sous-sols de l'aéroport, c'est tous des corridors pas complétés, ou tu sais, dans le fond, là, avec toutes les vapeurs, toutes des affaires de même. Tu sais, ça fait un visuel là, qu'on a vu là, une couple de places là, dans le premier film. Fait en même temps, McClane, ben, c'est ça, il va tomber là, sur le concierge endroit là, où dans le fond, il va lui montrer là, les cartes de tout l'aéroport. Puis que dans le fond, il va comme déduire que si, mettons, le colonel Stewart il a accès à la communication, ben, il y a une tour alternative là, en construction qu'il est à un tel endroit. Fait que, tu sais, ça serait peut-être l'endroit là, à aller vérifier si, mettons, tu sais, dans le fond, il y a probablement quelque chose de louche pour la communication. Fait que McClane va déduire là, qu'il devrait se rendre là. Ça, c'est en même temps aussi où ce que Barnes s'en rend compte aussi que, dans le fond, il devrait se rendre là, à ce satellite-là pour voir qu'est-ce qui se passe exactement, pourquoi que ça fonctionne pas, leur communication avec les avions. Fait que dans le fond, on a notre deuxième scène de notre deuxième fusillade. On a comme une garde rapprochée là, pour M. Barnes, que finalement, ben, eux autres vont se faire tout descendre un à un là, une fois qu'il va arriver une genre de passerelle. Ça va être le T-1000 en personne là, qui va tuer le premier garde, puis que finalement, ben, ironiquement, ça va être le premier qui va être descendu par John McClane une fois qu'il va arriver sur place. Mais je me dis tout le temps, c'est sûr que on va pas McClane arriver vraiment sur place puis voir c'est qui tout le monde là, qui est sur les lieux. Mais si mettons, je vais dire T-1000, là, il était, c'était un gars qui venait juste secourir Barnes, ben, parce que là, McClane va faire sortir là, le couvert de la bouche d'aération. Qui va savoir promener dedans, peut-être un clin d'œil encore à Piège de cristal ou ce qui se promenait là, dans les bouches d'aération. Mais en faisant sauter là, le couvercle, puis le couvert tombe sur le T-1000. Puis, McClane va tirer directement dessus, mais c'était peut-être le gars qui venait secourir Barnes aussi. Il arrive de nulle part. C'est sûr que ils sont tous en blanc. Mais si mettons c'était toute l'équipe à Barnes qui était en blanc, puis les terroristes étaient en noir, dans le fond, peut-être qu'il a réussi à garder un peu un coup d'œil un petit peu avant. Là, c'est ce qu'on va supposer. Là, il a gardé un petit peu dans la grille un peu qu'est-ce qui se passait là, pour sortir de là. Mais c'est ça, fait que on a toute une fusillade super héroïque. On a McClane là, qui roule à terre, puis que dans le fond, il est rendu beaucoup plus héroïque, là, comme je viens de mentionner. Là, il est plus, il est plus sûr de lui-même. Tout est pas mal plus calculé. C'est là que je disais, il est peut-être un petit peu plus James Bond dans le film d'aujourd'hui, puis peut-être quelque chose encore plus loin là que c'est vraiment
dans James Bond, là, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, il est beaucoup, tu sais, il n'y a pas d'aléatoire, c'est comme tout est quasiment plus calculé. Puis, tu sais, surtout qu'il est intouchable rendu là, tu sais, puis là, tous les autres meurent un à un. Chose qui c'est ça qui différenciait dans le premier film, où dans le fond, là, il mangeait des coups à quasiment chaque confrontation, ben, tu sais, il y avait quelque chose qui le frappait, là, tu sais, puis c'est ça, tu sais, c'est quelque chose qui manque un peu, là, dans les scènes d'action, là. Attention, tour de contrôle. Monsieur Trudeau, je suis navré de constater que vous ne m'obéissez pas. Vous ne deviez en aucun cas essayer de réparer vos installations. Vous avez sacrifié des vies humaines et perdu un temps précieux. Et maintenant, vous allez payer les pots cassés. Alors, l'équipe de Stewart, on fait sauter là, le satellite. Fait que, tu sais, il y a quand même eu intervention. Stewart les avait prévenus que si maintenant il intervenait dans quelque chose là, pour les avions, ben, il allait avoir là, des répercussions à ça. Fait que c'est là que, dans le fond, ça va être comme un peu une grosse scène dans le film. Là. Dans le fond, là, c'est... pour l'époque, c'était peut-être un peu là, quelque chose là, qui était un peu trop cruel, là, peut-être là, pour le genre de film. Que dans le fond, on va faire écraser là, un des avions qui commence à manquer d'essence. Puis, bien sûr, le capitaine de cet avion-là, ben. T'sais, je sais pas si j'ai besoin de dire que je suis un fan de Star Trek au show dans l'épisode d'aujourd'hui, mais en tout cas c'est le chef O'Brien là, qui chef, on l'appelle Chief O'Brien là, mais en tout cas c'est le lieutenant O'Brien qui est le capitaine, mais c'est ça, il a pas fait sa job parce qu'en tant que tel là, ben c'est ça, ils vont recalibrer l'avion à 200 mètres plus haut, fait que l'avion va penser qu'elle est plus haute que le sol, puis finalement ben, l'avion va s'écraser, mais c'est ça, même le réalisateur il en parle dans le commentaire, il dit dans le fond c'était touché un peu, dans le fond là, c'est vraiment cruel en tant que tel, il y a des familles qui vont mourir là-dedans, puis ils ont même filmé peut-être qu'ils pourraient transférer là, l'avion en avion là, de cargo, ce qui faisait juste transporter là, du matériel. Il y aurait eu juste les pilotes là, qui seraient décédés là-dedans. Mais là, tu sais, on a montré, il y avait des familles là-dedans, il y avait tout carrément là, plein de personnes là, à bord de l'avion. Puis, tu sais, c'est sûr que, tu sais, on a mis ça quand même un peu plus, je veux pas dire familial, là, mais tu sais, on n'a pas essayé là, de peser trop là, sur le crayon avec l'idée là, de. Tu sais, il y a un bout où ce que McClane là, va trouver un toutou à terre. Ben, on suppose qu'il y a des enfants là-dedans. Mais on était supposé de voir peut-être. Il y a une petite fille qu'on peut voir un peu là, courir là, dans l'avion. Mais on était supposé de le voir avec ce toutou-là. Ben là, on a coupé là, cette séquence-là. Pour essayer là, de pas trop être offensif. Là. Mais juste avec cette idée-là, à quelque part, c'est ça le but un peu. Il faut qu'on voit là, que il n'y a pas de pitié. Le colonel Stewart puis sa gang en bout de ligne, puis il faut que ça frappe. Je trouve que le réalisateur a bien fait là, de garder cette scène là. Il s'est dit de toute façon, au pire on a le côté alternatif là, on va faire les tests, voir la réaction des gens, puis si maintenant c'est vraiment trop offensant, ben, on mettra là, que c'est l'avion cargo, mais je trouve que c'est important, surtout avec la scène un peu au début où ce qu'on a vu que colonel Stewart il était pas prêt à sacrifier un de ses agents qui était peut-être pas assez compétent là, pour transférer une valise, puis dans le fond ça a attiré l'œil là, de quelqu'un comme par hasard qui la gardait là. Ben tu sais à quelque part il faut qu'on voit là, que c'est un dur à cuire, puis qu'il est carrément de sang-froid dans son opération là. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que le colonel Stewart, ben ce qui est drôle en tout cas dans toute cette situation là, dans le fond là, c'est tout traumatisant là, quelque part là, tout le monde est frappé là, par ça. Il y a McClane qui essaie là, d'arrêter l'avion là, en embarquant là, sur la piste d'atterrissage, puis en ayant là, 2 bâtons enflammés là, pour essayer de le montrer là, à l'avion là, que le sol est plus élevé. Mais c'est ça, suite à ça, on a le colonel
Stewart qui arrive là, puis qui prend la petite fiche là, en plastique là, que il va comme l'écraser avec ses mains. Je sais pas s'il était supposé paraître menaçant ou un gros dur à cuire en faisant ça. C'est juste que ça tombe de même là. C'est vraiment comme un hasard là, que je viens d'écouter là, Les Dents de la Mer là, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Puis il y a une scène un peu similaire à ça où qu'on a un dur à cuire là, qui est en train d'écraser une canette là, dans ses mains, puis qu'on a un autre personnage qui écrase un verre de plastique dans ses mains. Puis là, je vois ça la journée après, le colonel Stewart qui écrase une fiche dans ses mains pour paraître comme un dur à cuire, dans le fond, qui est en train là, de dire c'est terminé là, pour cet avion-là. Là, je trouvais comme un peu là. Il y a comme un peu là, quelque chose que je comprends pas à Hollywood, là, que dans le fond, on détruit quelque chose là, qui est facilement détruisable là, plutôt, puis que c'est comme un peu là, chiffonner une feuille de papier. Là, je vois pas la menace là-dedans. Là. Fait que c'est là qu'on fait venir l'escouade antiterroriste. Dans le fond, c'est juste une troupe là, de l'armée qui arrive. Dans le fond, je pense qu'il y aurait besoin plus que juste une troupe là, d'une dizaine de gars. Je comprends pas à quelque part. Puis, même McClane va arriver et va dire vous êtes juste 12, ou en tout cas, peut-être pas 12, mais vous êtes juste votre petite bande. Pour ça, le Major Grant, qui est interprété là, par John Amos, que pour moi, là, c'est comme. Je sais pas si on peut dire là, qu'on a choisi le mauvais acteur, mais c'est plate pour l'acteur, mais il va toujours rester là, le père de famille là, dans le film là, d'un prince à New York. Look, me and the McDonald's people, we got this little misunderstanding. See, they're McDonald's. I'm McDowell's. Huh? They got the golden arches. Mine is the golden arcs. Now, see, they got the Big Mac. I got the Big Mick. Puis ça va faire que, je vais avoir de la misère à le voir en dur à cuire. C'est un peu ça. C'est sûr que, c'est pas le père doudou là, dans Un Prince à New York, mais, à quelque part, c'est tellement un autre film là, que je le vois aujourd'hui qui est supposé être. Même plus tard, il va couper la gorge à quelqu'un là, de 100 fois. Puis, c'est comme à quelque part, là, je comprends pas dans mon cerveau, même à ce jour, là, que je me dis, un peu, là, c'est pas je comprends pas qu'est-ce qu'il fait ce personnage-là en ce moment. Puis c'est juste qu'un Prince à New York c'est trop dans ma tête là, comme un film là, important dans ma vie, ou en tout cas important. Un film là, qui est comme marqué plutôt là, mon existence, que les personnages sont comme gravés, puis c'est eux autres. Là. Les acteurs, c'est les personnages dans Un Prince à New York. Que là, quand t'arrives, puis le Major Grant, on dit que dans le fond c'est un soldat de l'armée, puis finalement c'est peut-être le grand méchant en bout de ligne là. C'est lui qui va faire le combat final entre John McClane et à la toute fin du film là, ça va être lui qui va être là. C'est pour ça à quelque part que j'ai un petit peu de la misère avec ayant choisi cet acteur là. C'est plate pour l'acteur, mais c'est ça pareil qu'est-ce que c'est là. Fait que là, c'est ça où, que, dans le fond, on va avoir le général Esperanza, que lui, dans le fond, il est escorté là, dans son avion, puis dans le fond, il se dirige là, vers les États-Unis, et que je comprends mal un petit peu qu'est-ce qui se passe en tant que tel. Pourquoi est-ce que le général Esperanza, pourquoi que dans le fond, il se défait dans le fond, on veut montrer là, que c'est un dur à cuire à quelque part. Moi, je me dirais que je suis parti avec mon dur à cuire aujourd'hui. Là. Qui va réussir à se déprendre. Dans le fond, il va tuer le garde qui le surveille. Puis, il va prendre le contrôle de l'avion. Peut-être un peu pour donner quelque chose à faire à ce personnage-là. Ce personnage-là, en tant que tel, ou même l'acteur là, qui le joue, là, l'acteur là, Franco Nero, j'ai aucune idée là, dans quoi
qui a joué avant ou après. En tout cas, il a l'air d'avoir une bonne carrière là, selon IMDb. Puis même le réalisateur s'est arrangé pour contourner tout son horaire pour être capable de l'avoir sur le plateau de tournage parce que dans le fond, l'acteur voulait pas jouer dans le film, mais on s'est arrangé. Il voulait aller filmer un autre film, puis on s'est arrangé pour faire arranger là, pour qu'il puisse filmer le film d'aujourd'hui. En tout cas, il veut pas jouer dans le film, mais il joue dedans. C'est sûr que des fois, là, c'est le représentant là, de l'acteur qui dit c'est beau, regarde, là, je t'ai signé là, pour jouer dans tel film, puis toi, tu t'en vas là, tout simplement. Fait que c'est sûr que des fois, ça lui tente pas, mais à quelque part, une fois qu'il voit son compte de banque monter, il peut pas se plaindre, là, tant qu'à moi. Fait que c'est ça, il prend le contrôle de l'avion, mais en bout de ligne, s'il n'aurait pas pris le contrôle de l'avion, ça s'aurait déroulé pas mal plus facilement. En bout de ligne, il aurait atterri sur la piste d'atterrissage, puis le colonel Stewart a arrêté là, puis il aurait descendu tous les deux pilotes, puis le garde qui gardait là, Esperanza, puis c'est tout, là, sauf que là, il faut montrer aussi qu'Esperanza, je vais le dire encore, c'est un dur à cuire, puis que dans le fond, il est capable là, de s'autogérer lui-même, puis il est capable de se déprendre de son problème. Fait qu'il va réussir à atterrir l'avion, puis c'est ça, Colonel Stewart va avoir mis les lumières là, pour que l'avion puisse atterrir. Mais bien sûr, McClane va savoir va avoir trouvé là, dans le fond là, il va s'avoir rendu là, sur la piste d'atterrissage pour arrêter là, le général Esperanza. Là, à partir de là, pareil, je me dis OK, il se rend là, puis il risque de faire fâcher le colonel Stewart encore plus, puis qu'il va faire écraser un autre avion en conséquence, et puis peut-être encore plus par la suite, si ça marche pas, ou peut-être on se dit que si mettons on réussit à arrêter là, le général, dans le fond, il va avoir quelque chose à négocier avec pour qu'il arrête aussi. C'est une belle alternative, sauf que le côté, si ça foire, ça met beaucoup de choses en danger, surtout si ça va mal, puis c'est juste une personne sur place. Mais en même temps, ça sert à quoi de négocier avec des terroristes? En tout cas, c'est un peu là, le renvers de la médaille là, dans le premier film où on avait là, le FBI et qu'eux autres, ils décidaient qu'ils négociaient pas avec les terroristes, puis ils sautaient dans le tas, puis ils ont payé pas. Mais McClane fait la même affaire, puis il paye pas pour. Fait que c'est ça, tu sais, McClane arrive avant le colonel Stewart sur place, puis il réussit à se rendre au général Esperanza, mais le colonel Stewart arrive à temps avec sa gang, puis dans le fond, il a pas le choix de s'enfermer là, dans le cockpit. Puis là, c'est ça que je disais tantôt. Là. C'est vraiment James Bond, là, cette séquence-là, où dans le fond, ils vont tous mitrailler là, le cockpit, puis dans le fond, il n'y a absolument rien qui va toucher John McClane. Ils vont tirer toutes les 12 grenades qu'ils ont sur eux autres. Là, sont 4 gars, puis ils ont 3 grenades chaque. Les grenades, j'ai fait une recherche pareille là, sur source très sûre sur Google. Puis une grenade, là, c'est entre 3 et 5 secondes avant que ça saute. Il prend quasiment 45 secondes avant de sortir de là, mais en tout cas, c'est un film, mais c'est ça, il va sortir de là avec le banc injecteur là, du pilote. En même temps, je ne m'y connais pas en tous les avions, là, mais est-ce que ce genre d'avion-là a vraiment un banc injecteur? Là, celle-là, je suis pas trop certain. Là, les gros avions, là, est-ce qu'ils ont tous des bancs injecteurs? Là, peut-être ça, c'est un avion là, le cargo, peut-être que ça, ils font ça, là, mais en tout cas, je m'y connais pas assez là, en genre d'avion s'ils ont tous là, des bancs là, qui peuvent sortir de même. Fait qu'il va réussir à sortir de cette place-là. En tout cas, je vais revenir un peu au commentaire du réalisateur où il est comme tout fier de cette partie-là pour dire qu'ils ont filmé Bruce Willis avec un écran bleu. Je pense que même au cinéma à l'époque, ça paraissait que c'était un écran bleu. Il y a une explosion avec l'avion en arrière, puis Bruce Willis là, qui nous saute en plein visage. Là. C'est parce qu'il augmente, parce qu'il soulève, là. Pas qu'il explose lui-même. Là. Mais c'est ça. Je veux dire, ça paraît. En tout cas, c'est juste drôle un peu. Je pense que le réalisateur, un peu, il est en train de nous dire là, que dans le fond, c'était merveilleux, tout ça, parce qu'en bout de ligne, il sait que l'effet
là, de l'écran bleu, là, ça apparaissait énormément. Mais en même temps, c'est un peu l'ingéniosité de comment il s'en est sorti. T'sais, on se dit comment il va s'en sortir, puis dans le fond, là, c'est le banc injecteur. C'est ça, en tant que tel, là, c'est quand même une belle passe là, qui a été revue là, à peu près 100 fois là, par année là, depuis ce temps-là, mais c'était probablement là, la première fois là, que c'était vu à l'écran. Fait que dans le fond, on va probablement déduire. Je comprends pas exactement pourquoi qu'on va arriver, là, puis on va sortir des cartes des alentours. Probablement un peu pour savoir que où est-ce que le colonel Stewart aussi qui aurait pu amener le général par la suite. En attendant là, qu'il y a leur demande là, d'avoir un 747 là, à leur disposition. Peut-être qu'en bout de ligne, là, le colonel Stewart aurait dû s'arranger là, pour partir directement là, vers le 747 tout de suite après avoir été chercher le général. Mais c'est ça en même temps, je pense qu'il aurait pu arriver puis le prendre puis juste partir carrément dans leur Jeep. Puis dans le fond, le film serait fini là. Mais le fait que le colonel Stewart s'acharne à peut-être rester ou l'aéroport, c'est peut-être le problème un peu là, de leur plan. C'est sûr qu'eux autres, ils veulent quitter le pays tout de suite pour pas être recherchés puis avoir des problèmes. Mais je pense qu'à quelque part, il aurait pu juste partir, aller se trouver une cabane dans le bois là, pour quelques mois. Puis après ça, ressortir, puis après ça, essayer là, de trouver une manière là, autre pour quitter le pays. Puis ça aurait été le meilleur plan, mais c'est un film d'action, c'est sûr que il faut que ça brasse un peu plus que ça. Fait que là, ils regardent des cartes des environs, puis là, ils vont trouver là, une église pas loin. Puis, on va peut-être déduire là, que rapidement, là, on va aller voir ça, là, une église. Là, c'est à quelque part pourquoi ils choisissent l'église d'aller investiguer. C'est parce que c'est dans le fond le colonel Stewart et sa bande ont décidé là, d'établir leur quartier général à cet endroit-là. Mais pourquoi est-ce que McClane décide d'aller investiguer à cet endroit-là? Peut-être qu'il y a comme en guillemets une scène supprimée où il vérifie d'autres places, puis que là, il arrive à l'église comme par hasard. Mais ça fait comme un peu étrange là, comme conclusion. Mais c'est ça, à quelque part, il n'y a pas le choix d'avoir un endroit quand même pas loin de l'endroit pour qu'il puisse superviser ce qui se passe quand même à l'aéroport. Fait que là, ils vont envoyer Ben McClane va se ramasser sur place. Puis, dans le fond, Barnes va virer de bord pour aller chercher là, la troupe là, du Major Grant, puis même amener la police, là, amener tout le monde. Puis là, c'est là aussi où on a le Padgett. Dans le fond, tout ce qui a été lancé pour le Padgett en bout de ligne, il sert à quoi en bout de ligne? C'est juste mettre McClane là, dans le trouble à cette scène-là. C'est pas mal le seul affaire là, pourquoi qu'on établit le Padgett au début du film. Là, il y a une petite affaire là, avec les munitions que le colonel Stewart va utiliser. Puis qu'on va voir aussi l'équipe du Major Grant. On peut voir là, que dans le fond, il y a un genre là, de tape électrique là, alentour là, de leurs munitions, soit elles sont bleues ou sont rouges. Dans le fond, les bleus sont à blanc. Et les rouges, dans le fond, c'est des vraies balles. Puis, on voit que les deux équipes changent leurs munitions selon le code de couleur. Puis, dans le fond, l'équipe là, du colonel Stewart, ils vont prendre les bleus pour sortir, pour pas tuer, dans le fond, le collègue. Puis, une fois là, qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont en train de se défendre contre McClane, ils vont mettre les munitions rouges. Puis, finalement, ça va être là où que McClane va se rendre compte là, qu'ils sont fait avoir. Là, en bout de ligne, qu'il est en train là, de tirer là, des balles à blanc tout le long. Mais c'est sûr que j'ai vu ce film-là, là, j'avais 10 ans en 90. Fait que peut-être que j'ai pas tout à fait allumé là, c'était quoi là, l'affaire des balles, puis dans le fond là, des munitions. Mais là, je regarde ça aujourd'hui, puis maintenant je regarderais ça là, dans un côté un petit peu plus connaisseur. C'est sûr que dans le fond, toutes ces choses-là ont été vues et revues beaucoup par la suite. Fait que aujourd'hui, c'est plus facile de faire les conclusions. Mais on peut arriver là, à l'époque puis se dire c'est quoi l'affaire là, des balles blanches ou des balles les munitions bleues et les munitions rouges. Je me rappelle avoir pensé quelque chose à l'époque, mais exactement, j'avais-tu fait le lien qui sont ensemble? Ça, je pense pas l'avoir fait là, pour dire vraiment honnêtement. Mais en même temps, comment qu'on peut pas
pas le remarquer quand il te le fout au visage là, plusieurs fois. Puis je pense que dans le fond, l'erreur un peu dans le film, c'est de peut-être nous mettre justement ça un petit peu trop au visage. Peut-être que, tu sais, on devrait pas voir l'équipe là, du Major Grant mettre des balles dans le fond avec un code de couleur dessus quand on voit justement là, l'équipe là, du colonel Stewart jouer avec ça. T'sais, dans le fond on peut voir un lien tout de suite, puis en même temps ben, en 90 là, c'est pas la première fois là, qu'on a un retournement là, d'un personnage là, à 3/4 du film là. Fait que tu sais je pense que il y en a beaucoup là, qui ont dû essayer de déduire assez rapidement que finalement, là, le Major Grant, là, c'était une taupe à quelque part. Là. Mais c'est ça, on nous l'a mis en plein visage, puis je pense que on l'a fait. Je pense que juste avoir fait un petit regard rapide une fois, ça aurait été correct. Mais là, on nous le montre là, à chaque fois là, que quelqu'un charge son arme. Là, ben là, maintenant, regardez bien, je mets des munitions avec un tag bleu dessus. Regardez, est-ce que vous l'avez vu? Vous êtes certain de l'avoir vu? Je le fais, je le rentre dans mon fusil. OK? C'est un peu trop. Alors, c'est pas mal toute peut-être la plus grosse pièce d'action là, à cet endroit-là. Dans le fond, ça commence par l'église, toute la fusillade. Puis ça va commencer avec McClane aussi, là, avec le gars, la patrouille alentour. Dans le fond, où il rentre un glaçon dans l'œil. C'est un petit peu dégueulasse, là, mais c'est le précurseur à Basic Instinct, là, qui est sorti quelques années après. Là. Mais tu sais ça, tu sais. Puis dites-moi pas que c'était un pic à glace dans Basic Instinct, je sais. Mais en tout cas, c'est juste l'idée. Ben c'est ça, tu sais. Fait que dans la poursuite, c'est ça. C'est, le colonel Stewart va avoir sa gang là, va avoir placé toutes des bombes un peu partout là, dans l'église. Fait que dans le fond, on ne pourra pas vraiment utiliser le matériel, mais ils vont rester tout collés à l'église. Dans le fond, évacuer, ça peut bien sauter n'importe quand. On voit que tout le monde reste vraiment collé là, sur l'église, là, quelque part, ça peut sauter n'importe quand. Puis c'est ça, McClane, lui, dans le fond, il poursuit là, les autres là, en skidoo. Puis là, ben, c'est ça, je me disais là, à la première écoute, je me suis dit, McClane qui saute sur le lac, dans le fond, on a souvent des incidents là, à chaque hiver ici, où il y a quelqu'un qui est mort là, dans un lac qui n'était pas encore gelé, puis dans le fond, il a coulé. Puis là, ben, on voit Bruce Willis, c'est un cascadeur, on s'entend, là, qui saute sur un lac où il est semi-gelé, puis il y a de l'eau un peu partout. En même temps, le réalisateur, après ça, que je fais ma deuxième écoute, puis je l'écoute avec le commentaire du réalisateur. Le réalisateur, que lui, il est finlandais, puis qu'il dit qu'il passe ses hivers là, en skidoo, que des fois, il y a souvent des courses où plein en hiver, là, ils sont souvent en skidoo, puis des fois, même, là, il y a des lacs qui sont même pas gelés, puis ils se promènent en skidoo dessus. Je me dis, OK, ben c'est beau. Peut-être qu'il vient un peu là, de donner un peu là, de justification là, pour ça, mais je trouve que quand même, là, c'est un petit peu n'importe quoi, quelque part, là, de voir ça. Là. Je me dis juste, quelque part, comment que ça aurait été, là, je pense que ce serait mon meilleur film à vie, je pense. Avoir John McClane qui arrive puis avec son skidoo, puis qui arrive sur le lac, puis que finalement ça s'affaisse, puis ça finit là. Mais c'est ça, naturellement ça arriverait pas, là, mais c'est ça, je pense que un film qui finit de même, là, ça serait assez spécial, mais en tout cas. Fait que tout ça est là, c'est mis en place dans le fond là, pour que McClane essaie de tirer un des gars, puis finalement se rendre compte là, qu'il y avait juste des blancs là, dans sa mitraillette, puis finalement là, qu'il découvre là, que le Major Grant, dans le fond, là, c'était tout un plan pour finalement être sûr là, d'avoir comme les deux côtés, là, que ce soit du côté là, de la tour de contrôle et du colonel Stewart, dans le fond, puis qui peuvent coordonner les choses pour faire sortir là, le général Esperanza. McClane encore en train de foutre le bordel!
planté ces hommes. Stuart a laissé des pannes plastiques sur les instruments dans l'église et il est parti avec une commande à distance. Il est parti à la tête de ses hommes pour récupérer le détonateur. Non, il a l'intention de prendre le même avion et de quitter le pays. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises? Ce sont tous des hommes à Stuart. Pendant des années, ils ont été sous ses ordres. Vous êtes fous. Est-ce que vous avez vu tout à l'heure ce qu'ils se sont C'est mis? évident, il gagnait du temps pour que les autres puissent s'échapper. Bon, ça y est, vous avez pété tous vos fusibles et je me vois dans l'obligation de vous arrêter. Alors, voilà les munitions qu'ils ont utilisées tout à l'heure. Des balles à blanc. Nom de Dieu. Et ici le capitaine Lorenzo. Je demande à tous les hommes disponibles de se munir de leurs armes et de leurs gilets pare-balles et de se rassembler d'ici 5 minutes. J'aime mieux vous dire que ça va saigner. C'est parti comme au cinéma. Alors, McClane, lui, va se repointer là, en face de la Menzo pour y dire, dans le fond, sa trouvaille, là, que le Major Grant, dans le fond, il travaillait là, avec le colonel Stewart. Puis pour y prouver que, dans le fond, il y avait. McClane a raison, ben, tu sais, il va faire semblant là, qu'il tire dessus sur la Menzo. En utilisant les balles à blanc, puis en tout cas, le film Le Corbeau n'était pas encore sorti à l'époque, fait que les balles à blanc, des fois, là, on peut. On sait qu'est-ce qui peut arriver avec ça, des fois, là. Puis en même temps, ben. L'incident là, avec Alec Baldwin n'était pas encore arrivé, là, mais en tout cas, ça, c'est autre chose aussi. Mais en tout cas, ça a été prouvé que c'était vraiment des balles à blanc, ça a de l'air. Mais tu sais, en tout cas, il me semble que je ferais pas ça. Étant McClane, là, je comprends que tu veux passer un point, puis c'est un film, fait que ça marche, mais tu sais, dans la vraie vie, tu fais pas quelque chose de même à quelque part. Surtout qu'on voit tous les autres policiers alentours qui sortent leurs armes, puis qui tirent pas. Tu sais, je veux dire, c'est comme à quelque part, McClane s'arrange pour manger une balle dans la tête, ou en tout cas, peu importe, là, un endroit mortel. C'est certain, à quelque part, si tu es dans un endroit, il y a quelqu'un qui se met à tirer avec un arme, puis que t'es un policier, t'as une arme, puis dans le fond, t'es là pour tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui tire, ben là, tu sais, je veux dire, tu sors ton arme, puis tu le descends, t'as comme pas le choix. Tu sais, c'est ce qu'on a vu même dans Terminator en tant que tel, là, tu sais, je veux dire, il y a quelqu'un qui arrive dans un poste de police, commence à tirer, ben, tu tires dessus. Ça marche-tu, ça marche pas? Dans l'exemple de Terminator, ça marche pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, McClane, lui, il passe son point pareil, puis là, le Menzo, il vire de bord. Là, tu sais, je veux dire, il arrête là, un peu avec son orgueil, puis là, tout d'un coup, il est vraiment là, à 200% là, en arrière de McClane, puis là, tu sais, dans le fond, il se rend compte là, qu'ils ont été dupés là, depuis le début. Fait que, dans le fond, là, il va embarquer là, McClane dans sa voiture, puis là, ben, c'est ça, tu sais, il va y présenter son frère, qui est le policier qu'on a vu au tout début du film. Mais c'est ça, tu sais, en essayant là, d'aller rattraper là, le colonel Stewart, ou dans le fond, le 747. Puis là, ben, en même temps, ça se passe en même temps là, de toute la frénésie là, à cause là, de Thornburg, que lui est en train là, de faire son reportage dans les airs, puis que dans le fond, là, dans tout l'aéroport, là, la zizanie est pognée. Mais tu sais, honnêtement, là, je me dis, à cette place-là, il y a des bombes un peu partout. Je pense que la sage décision aurait été de faire évacuer carrément l'aéroport. Tu sais, on ne sait pas en tant que tel comment que le colonel Stewart, qu'est-ce qu'il a fait. Il a installé des bombes pour faire sauter un satellite en passant, personne s'en est rendu compte là, dans toutes les personnes qui étaient dans l'aéroport. Tu sais, quand il y a des bombes à quelque part, tu évacues le monde. Tu sais, là, dans le fond, c'est quasiment une bonne affaire pour Thornburg. Si, mettons, il a créé une panique pour que ça sorte de là, tu sais, Colonel Stewart, il a peut-être fait installer des bombes un peu partout, puis c'était un peu son dernier coup aussi. Peut-être qu'à la toute fin, il aurait dit, bon ben là, parfait, le général Esperanza, on fait tout sauter, on brouille nos pistes, tout ça. Tu sais, à quelque part, t'es gardes pas sur place, ils ont déjà fait sauter une partie de la bâtisse. En tout cas, fait que ça, c'est un gros trou là, dans l'histoire, là. Puis, tu sais, dans le fond, je pense que le côté à Thornburg,
qu'est-ce qu'il a fait, dans le fond, ça pouvait juste aider le monde. Là, ils partent en panique, mais c'était la seule manière là, pour qu'ils sortent de l'aéroport. Ben, tu sais, c'était peut-être là, la seule manière que. Tu sais, je comprends que c'était pas la motivation à Thornburg, mais au moins ça a fait sortir les gens qu'en bout de ligne, ils étaient peut-être en danger sans le savoir. Tu sais, essayer de garder le calme et tout ça. Ça a arrêté au directeur de l'aéroport de faire ça un peu plus tôt, d'essayer de faire évacuer là, tous les gens de l'endroit, bien avant. Là, ça aurait dû être fait beaucoup avant. Mais c'est ça. À quelque part, là, on veut juste montrer que Thornburg, là, c'est un enfoiré. Puis on va avec l'idée du premier film. Fait que c'est ça un peu là, que je pense qu'on a un peu pas pensé un peu plus loin avec cette idée-là. Fait que là, dans le stationnement, c'est toute la zizanie. Puis finalement, ben, ils sont pas capables de sortir du stationnement. Alors, McClane va apercevoir la reporter Samantha Coleman. Puis dans le fond, il va utiliser elle là, puis son hélicoptère là, pour essayer de se rendre là, sur place là, et arrêter là, le colonel Stewart et sa bande. Tu sais, moi, il y a un commentaire là-dedans, là, je me dis, là, ça n'a pas de maudit bon sens, là. Elle arrive, elle dit, là, tu sais, si mettons, là, tu m'as vraiment là, un bon scoop, là, ben, tu sais, dans le fond, là, je vais pouvoir avoir ton enfant. C'est comme, OK, là, tu sais, je veux dire, c'est un petit peu... on s'entend là, que c'est un petit peu trop, là, mais en tout cas, tu sais, c'est un commentaire, là, je pense que je me suis frappé le front là, que j'ai entendu ça. Là. Mais en même temps, je pense que c'est pas le personnage que, tu sais, on pourrait arriver puis voir McClane arriver puis dire, ben là, tu sais, regarde, je t'ai entendu dire ça. Puis là, ben, on va savoir à la toute fin là, du film, puis après ça, ben, on ira se prendre un hôtel. Mais on a essayé d'établir ça, là, que McClane, là, c'est pas ce genre de personnage-là. Au début, là, il y avait quand McClane, là, il a essayé là, de passer il a fait envoyer le fax à Powell. Ben, il y a la fille qui envoie les fax, là, elle essaye là, de se trouver là, un rendez-vous avec McClane, là, mais McClane, il dit, ben, je suis marié, je suis un homme fidèle, tout ça. Puis là, ben, c'est ça, elle a fait le commentaire là, de genre qu'elle serait prête à porter son enfant. Ben, dans le fond, il fait aucun commentaire là-dessus. Où il dit que c'est pas le genre d'affaires là, qu'il ferait, ou en tout cas, il répond quelque chose dans ces genres-là. Fait que, on essaie d'établir ça, là, mais en tout cas, je trouve que c'est. On essaie là, d'être un petit peu genre politiquement correct. En même temps, ben, vu avec des yeux là, de 2022, ben, c'est un personnage qui fume comme tout, puis qu'en bout de ligne, là, il doit sacrer à peu près à chaque 3 phrases. Faut le remarquer, par contre, qu'il y a beaucoup là, du mot qui commence par F, qui me fait, ben, pas autant que ça, là, mais que c'est rare qu'on voit ça. Là, c'est pas autant que dans un film de Rob Zombie où, je veux dire, ils disent plus de ce mot-là que de langage normal, là, mais c'est ça, là, les fuck this pis les fucking that pis tout ça, là, ça finit plus là, c'est pas que j'essaie de pas le dire là, tout simplement là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Normalement là, on essaie là, de les compter un peu là, pour que ça tombe à peu près à 5 par film là, mais là t'en as 5 à peu près là, par demi-heure là. Fait que ça sort du lot un peu là, puis même c'était pas mal ça aussi là, dans le dernier film là. C'est quelque chose là, qui fait que aux États-Unis là, tout d'un coup là, le film là, il devient là, genre aux 16 ans et plus là, juste à cause du langage. Là. Complètement ridicule là, dans mon point de vue, mais c'est comme ça que ça va le classement là, aux États-Unis. Là. Fait que là, c'est ça, il va approcher le 747, puis McClane, il va sauter là, sur l'aile gauche de l'avion, puis dans le fond, il va utiliser son manteau là, pour empêcher là, un des mécanismes pour l'avion là, pour qu'elle décolle. Je sais pas si un manteau est assez fort pour empêcher le mécanisme de marcher. Je sais pas honnêtement, là, j'arriverais, là, je sais que c'est un gros mécanisme, mais en même temps, c'est peut-être juste tellement bien coincé, la texture là, du manteau. Des fois, c'est juste placé puis que le moteur n'a pas assez de force pour travailler. Mais en même temps, ben, c'est un des moteurs là-dedans qui doit être assez fort pour travailler contre des vents forts, tout ça. Fait qu'en tout cas,
tu sais, je sais pas, tu sais, je veux pas m'embarquer là-dedans, là, puis dire ça a du sens ou pas de sens. Je trouve que c'est un petit peu ridicule, mais c'est possible que ça ait du sens aussi, là, juste parce que je connais pas la mécanique là, d'un avion. Fait que c'est là que, dans le fond, on va avoir le Major Grant là, qui va sortir, dans le fond, pour se battre avec McClane, puis dans le fond, le Major Grant là, va se ramasser là, dans l'hélice de l'avion. Honnêtement, je me sens tout le temps mal à quelque part. Là, à chaque fois là, que M. McDowell, là, le Major Grant, se ramasse sur le bord du moteur, je suis toujours en train de me crisper un peu les jambes à quelque part. Je me dis, là, je veux dire, t'es comme dans une position impossible. Puis, finalement, il passe au travers. Là, ça fait mal. Là, quelque part, je suis pas mal sûr de ça. Mais c'est là un peu mon idée que c'est comme le combat principal là, du grand méchant contre le héros. Là, c'est ça un peu qu'on l'a à quelque part où ce que le héros gagne. Là, en bout de ligne, c'est ça. Parce que là, dans le fond, là, on a le combat là, après ça, là, où ce que le personnage là, du colonel Stewart, lui arrive puis il ramasse carrément là, McClane. Dans le fond, là, il fait des passes à la Van Damme, là, justement, là, comme je parlais tantôt. Il donne tous les coups de pied renversés. Tout ça, on ne les voit pas en plusieurs séquences là, comme dans un film de Van Damme, mais c'est ça à quelque part. McClane, il n'y a aucune chance. Je trouve ça correct à quelque part d'un autre côté, c'est que l'autre il est vraiment là, entraîné là, dans les arts martiaux, puis que dans le fond là, les combats à main nue, ben il est vraiment bien entraîné, puis que il y a une limite quand même là, à John McClane. Puis il se fait ramasser, puis juste à la toute fin, ben, c'est ça, dans le fond, il va tirer là, le couvercle là, du réservoir à essence, puis ça va se terminer là, par la suite, là, où ce qui va allumer là, toute l'essence au complet, puis dans le fond, ça va faire exploser tout l'avion, là, mais c'est ça, à quelque part, c'est pour ça que je dis, c'est qui le grand méchant là, en arrière de tout. C'est dur de pointer quelqu'un, puis en tant que tel, ben c'est ça que je dis un peu tantôt. Je parlais là, d'un autre personnage tantôt qu'en bout de ligne, on n'a pas de résolution, qui survit à la toute... Ben, il survit pas, là, mais il meurt dans toute l'explosion de l'avion. Je sais pas si on devait pas avoir un petit peu plus, au moins, peut-être là, dans la poursuite de Skidoo, si on n'aurait pas eu au moins là... je parlais là, de M. Curtis Hall tantôt. Il me semble que ça aurait dû se régler là dans la scène de Skidoo, quelque chose de même, au moins pour avoir une résolution en tant que telle. Là. Mais c'est ça. C'est comme on oublie, on dirait, là, dans tout ça. Puis qu'à la toute fin, on arrive, puis on dit, mais on règle tout le monde d'un coup. Je trouve que ça fait un réalisme d'un côté, que dans le fond, ils ont de l'air à tout survivre, mais je dis pas aussi qu'on doit aller du côté cliché, qui reste juste le général Esperanza qui survit tout seul dans l'avion, puis qui s'en va, dans le fond, qu'il faut qu'il y ait McClane qui fasse sauter l'avion avec juste le général dedans. C'est pas ça que je dis, mais qu'on ait peut-être eu un autre combat un petit peu avant ou un autre fusillade pour essayer de régler peut-être au moins le colonel Stewart ou au moins l'autre personnage là, qu'on a vu un peu plus tôt, puis peut-être même régler le général Esperanza, que lui on le tue en tant que tel, qu'on ait au moins d'autres personnages qui meurent avant la fin là, en tant que tel là, à cause de McClane, ou d'autres personnages alentours, là, que ce soit peut-être même le personnage là, du capitaine Lomenzo, qui réussit à avoir un peu un moment de gloire, là, que ce soit pas juste le fait là, qui déchire l'étiquette à John McClane là, qu'il y a eu au début du film. Là. Fait que les avions peuvent atterrir là, finalement, ben, c'est ça, on a les retrouvailles là, de McClane et Holly. On a Thornburg qui en bout de ligne il a été évacué de l'avion, mais finalement ben, il se ramasse à terre, puis il y a la madame qui était assise à côté de Holly, puis qu'elle dans le fond elle va comme donner un coup là, sur Thornburg. En même temps, là, comme je dis, là, je trouve qu'il s'est pas mérité. Oui, il a de l'air à avoir. Il chiale beaucoup là, sur l'avion, puis
il a de l'air à se prendre un peu meilleur que tout le monde, puis il est pas content de sa place assise, tout ça. Mais en tant que tel, là, je vois pas, dans le film présent, je vois pas, dans le fond, là, pourquoi qu'il doit se faire traiter de même. Là. En tout cas, je trouve pas qu'on a mérité. En bout de ligne, il a aidé un peu à la situation. En tout cas, je me dis, à quelque part, si l'avion serait écrasé, ben, comme j'ai dit tantôt, je saurais pourquoi au moins. Fait que ça finit pas mal comme le premier film aussi. Là. On a Marvin là, qui vient les chercher là, dans une petite voiturette. Puis on a la même chanson là, de générique que le premier film. Là. On a Let It Snow qui repart. Dans le fond, on fait pareil comme dans le premier film. Puis là, je vais parler aussi là, de la musique de Michael Kamen. Que dans le fond, il a fait pas mal la même chose aussi là, au point de vue musical. Là. Il a repris là, un genre de thème là, finlandais qui a comme incorporé là, dans sa musique d'aujourd'hui. Mais en tant que tel, là, c'est pas mal là, la même trame sonore que dans le premier film. Là. Il n'y a pas vraiment quelque chose de plus ou de moins. Elle est peut-être un petit peu plus présente que dans le premier film. Peut-être que je l'aime un petit peu plus que dans le premier film, mais en tant que tel, ça sonne du Michael Kamen. Je l'ai écouté en tant que tel. Là, elle est accessible sur Spotify. Fait que je l'ai écouté une couple de fois quand même. Puis, elle est correcte, mais c'est fonctionnel. C'est plus ce que je vais arriver à dire. Là, pas mal comme dans le premier film. Alors, en conclusion, c'est un film qui m'a embarqué là, dans le film, dans l'univers de Die Hard. La semaine passée, j'étais pas comme super enthousiaste, peut-être là, que vous pouviez sentir là, de mon côté, dans le côté de Die Hard. Le film d'aujourd'hui, même s'il y a des fautes, là, il y a des gros trous là, dans l'histoire, j'aime quand même la dynamique du film. Dans le fond, c'est un film d'action, puis il est vraiment peut-être un petit peu plus action que dans le film la semaine passée, mais l'histoire, je trouve qu'elle est plus solide quand même. Il y a plus un peu un côté là, qu'on a focusé un peu plus sur l'action, un petit peu moins plus sur l'histoire et moins sur l'action. Puis là, il faut comprendre que le film de la semaine passée, je reconnais que c'est un film qui est mieux fait, qui a plus de talent en arrière de la caméra, puis peut-être même en avant de la caméra aussi. Alan Rickman, c'est pas. Je veux dire, William Sadler, c'est pas Alan Rickman. Alan Rickman, la semaine passée, là, il faisait quasiment le film à lui tout seul. Mais c'est ça aussi qui manque un peu dans le film aujourd'hui. Mais moi, j'ai plus de plaisir à écouter le film d'aujourd'hui. C'est ce que je vais arriver en bout de ligne à dire. Là, je veux vraiment que ça soit clair. Là. Le film de la semaine passée, là, il est meilleur que le film d'aujourd'hui. Mais on voit que dans le fond on a pris le film de la semaine passée puis on l'a boosté dans les bons sens. Dans le fond je pense que la plupart des choses sont toutes améliorées sur le film de la semaine passée, mis à part peut-être le méchant principal. Moi je vais considérer que c'est quand même le colonel Stewart, le principal. Je le déteste pas en tant que tel. Je trouve qu'il fait bien sa job puis il est froid pour qu'est-ce qu'il y a à être, mais c'est juste que c'est sûr, Alan Rickman il est indétrônable là, pour la franchise. Là. En tout cas, on verra la semaine prochaine là, avec Jeremy Irons. Mais c'est ça, en bout de ligne, pour qu'est-ce qu'il a apporté. Puis, il y a le dernier acte, comme je dis, ça aurait été le fun d'avoir une meilleure conclusion en tant que telle. Juste un peu trouver une manière, peut-être, je sais pas, essayer de combiner peut-être là, le Major Major Grant puis le colonel Stewart ensemble, que ce soit pas deux personnages séparés en tant que tel, qu'on le voit partir puis qu'on pense que c'est le colonel Stewart tout le long, mais que finalement c'est un autre personnage ou quelque chose de même, puis que en bout de ligne c'est tout le long la personne qu'on pensait qui était la personne là, qui était alliée avec eux autres, finalement c'était lui le colonel Stewart depuis le début, puis que dans le fond qu'on
voyait peut-être pas là, tout le temps le colonel Stewart agir. Tu sais, à quelque part, qu'on aille un petit peu plus mêler les cartes un peu, puis qu'on soit un petit peu plus comme avec la grosse révélation à la toute fin. Quand on voit là, que ils se sont fait avoir là, pendant tout le film. Mais là, on arrive à la toute fin, puis on a trop de survivants là, méchants, là, tout simplement. Il y en a trop. C'est juste à quelque part, oui, ils meurent tous à la toute fin pour satisfaire le film. Mais il fallait avoir une satisfaction sur plusieurs autres. Là. Fait que c'est des petites choses que je peux, même je peux parler de plus de négativité sur le film d'aujourd'hui, mais personnellement, j'ai plus de fun avec le film d'aujourd'hui. Fait que c'est pas mal tout pour le film d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler là, de Marche ou crève, que dans le fond, ça n'a pas été un script qui a été écrit pour le film de Die Hard. C'est un script qui a été réécrit dans le fond, là, qui était supposément la suite d'un autre film, Rapid Fire ou Contre-attaque, un film qui mettait en vedette, j'ai parlé du Corbeau tantôt. C'est avec le même acteur, Brandon Lee, qui est un film de 92, qui devait. On avait commencé à planifier une suite après que l'acteur ait fait le film du Corbeau, mais la tragédie a frappé et finalement l'acteur n'est plus avec nous. Mais le script pour ce film-là a été retravaillé pour faire le film qu'on va parler la semaine prochaine. Fait qu'il est possible que je parlais la semaine passée qu'on allait faire deux autres films dans le fond à rajouter là, sur les films de Die Hard. Il est possible que j'arrive la semaine prochaine et que je vous parle aussi là, du film Contre-attaque avec Brandon Lee et Powers Booth. Entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, dire si maintenant vous trouvez vous aussi que dans le fond le film là, de Die Hard 2, Die Harder, je pensais de ce film-là, mourir plus fort ou peu importe. Là, je veux dire, c'est un terme qui n'existe pas vraiment là, pour mourir fort. Là, je veux dire, tu meurs. Là. Die Hard, c'est plus un autre terme qui veut dire autre chose. Là. C'est juste quelque chose là, qui perdure, là, c'est ça que ça veut dire, là, Die Hard, mais c'est ça, c'est pas mourir plus fort là, ou quelque chose de même, là, mais le titre de Die Harder, je trouve que c'est complètement là, ça n'a pas de sens, là, mais en tout cas, si peut-être que pour vous là, le film d'aujourd'hui là, il est supérieur au film original, mais c'est sûr que si je regarde qu'est-ce que vous avez voté sur le site Facebook du podcast, vous avez voté la plupart en majorité là, d'un vert sur le film. En tout cas, une partie jaune, mais en tout cas, c'est ça. Fait que la majorité est du vert. Pas de rouge, mais en tout cas, je sais pas, ça va probablement venir là, quelque part plus tard dans la franchise. Là. Mais c'est ça, comme j'ai dit, là, n'hésitez pas à commenter là, sur le film d'aujourd'hui, puis qu'est-ce que vous en pensez. Alors, d'ici le prochain épisode, yippee-ki-yay, auditeurs! Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Vous pouvez aussi contribuer monétairement au podcast afin d'aider à couvrir certaines dépenses liées au stockage des épisodes et la maintenance du site Internet. Afin de vous encourager à contribuer, je propose de couvrir la trilogie de films de votre choix pour toute contribution de plus de 15$ avant la fin 2022. La trilogie choisie sera couverte dans les 6 premiers mois de 2023. Pour plus de détails sur la façon de contribuer, rendez-vous sur premiervisionnement.com.
en espérant vous voir au prochain épisode. All right, that's it. Security, you're out of here. What was it you said before? Yippee-ki-yay, motherfucker.